Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Ce matin, je vous propose de revivre l'audition d'Alexandre Benalla hier devant la commission d'enquête du Sénat. L'ancien chargé de mission de l'Élysée est mis en examen par la justice pour avoir utilisé ses passeports diplomatiques après son licenciement. Mais les sénateurs se sont intéressés au rôle de l'Élysée dans cette affaire afin de pointer certains dysfonctionnements. Ils ont aussi voulu savoir si Alexandre Benalla leur avait menti lors de sa première audition en septembre en assurant qu'à ce moment, ses passeports diplomatiques se trouvaient bien à l'Élysée. Vous allez voir, Alexandre Benalla a donné sa version des faits aux sénateurs en expliquant notamment qu'un membre de l'Élysée lui avait restitué ses passeports diplomatiques en octobre. Je vous laisse écouter cette audition. Je souhaitais avant tout, en propos liminaire, remettre l'ensemble de cette affaire, dite affaire Benalla, dans le contexte qui est le sien. Cette affaire, elle intervient au moment des événements dits du 1er mai, de la place de la Contrescarpe, dont on a dit un certain nombre de choses, mais surtout, on est en train de le constater maintenant avec le temps qui passe, un certain nombre de contre-vérités, un certain nombre d'approximations, à la fois relayées par la presse, mais aussi par un certain nombre de responsables politiques. On m'a d'abord présenté comme le tabasseur des gentils manifestants, d'autres ont employé le mot opposants politiques, et d'autres les mangeurs de crêpes, comme ils se sont eux-mêmes présentés, en tronquant la réalité d'une situation qui était pour le moins assez tendue, et on est en train de le découvrir depuis plusieurs semaines, assez confuse. J'ai, dès le début, lors des différentes interventions médiatiques qui ont été les miennes, à la fois au JT de 20h de TF1, également dans le journal du dimanche et dans le journal Le Monde, je suis revenu sur cette situation du 1er mai où j'ai expliqué que les personnes qui étaient en face de moi n'étaient pas des gentils manifestants, mais des lanceurs de bouteilles en verre sur des policiers. Ce qui a été difficile à admettre pour un certain nombre de journalistes, pour un certain nombre de responsables politiques, mais ce qui s'est conclu être la réalité dès lors que les vidéos sont sorties dans les médias, après quelques semaines où on les a quand même gardées sous le coude, où on voit ces deux personnes en train de jeter des bouteilles en verre et d'agresser littéralement les policiers. Aujourd'hui, ces deux personnes, je reviens, qu'on a présentées comme des gentils manifestants, sont convoquées par la justice pour répondre de faits de violence sur dépositaires de l'autorité publique. Alors il y a également tout un contexte autour de ça qui était de savoir est-ce que j'avais à agir, pas à agir. Ça, c'est pas à moi de vous le dire aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet de cette audition, je l'ai bien compris. Ça sera à la justice de déterminer si ce que j'ai fait le 1er mai, en contribuant à l'appréhension de deux délinquants, en tout cas moi je les qualifie comme ça, deux lanceurs de bouteilles sur des policiers, est-ce que j'avais à le faire ou pas à le faire? J'ai pensé bien faire en vertu d'un article qui s'appelle l'article 73 du Code de procédure pénale, qui indique que n'importe quel citoyen est autorisé à appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant. Et en l'occurrence, le jet d'une bouteille en verre sur des policiers, ça s'appelle un délit, ce sont des violences volontaires sur dépositaires de l'autorité publique. À l'issue de ces pseudo-révélations d'un grand quotidien du soir, il y a eu, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, un déferlement médiatique, un déchaînement politique, un lynchage en règle dont j'ai fait l'objet, et je continue d'ailleurs à faire l'objet depuis 6 mois, avec la construction d'un personnage, d'un individu, comme l'a pu l'appeler quelqu'un qui est venu devant vous très récemment, alors que je constatais le mois de septembre qu'il ne tarissait pas d'éloges me concernant, mais apparemment sa vision a changé d'une manière assez rapide. Parce qu'en 6 mois, on a réussi à construire et à faire de moi un personnage qu'on dit sulfureux, diabolique, infréquentable. Enfin, ce sont tous les qualificatifs qui sont employés à mon encontre. Et je pense, de manière très modeste, avoir contribué à la construction de ce personnage, de par des propos que j'ai pu tenir, qui ont été situés hors de leur contexte, mais aussi de par parfois mon attitude qui a peut-être été jugée décalée. Et je conçois que j'ai pu donner une mauvaise image de moi. Mais je tenais devant vous, Monsieur le Président, à remettre dans le contexte cette pseudo-affaire Benalla, où on a bien vu le cheminement, la construction médiatico-politique, qui n'avait qu'un seul but, atteindre le Président de la République. Je pense que ça a marché. Et j'espère que ça va se terminer assez rapidement pour mon pays
et pour la réussite que je souhaite au président de la République. En l'espace de 6 mois, les choses ont bien changé. Elles ont évolué plutôt négativement en ce qui me concerne. Et je dois vous le dire et le reconnaître, derrière la carapace, il y a un homme, sa femme, son fils qui avait 1 mois et demi au moment du déclenchement de cette affaire, une situation professionnelle et personnelle assez troublée, qui ont fait que j'ai commis un certain nombre d'erreurs. Des erreurs que j'ai reconnues volontiers auprès de mes proches, auprès de mon entourage et que je reconnais publiquement devant vous. Et je l'ai fait également devant la justice. Ces erreurs, elles ont pu l'être de par des rencontres, de par des échanges avec certaines personnes, encore une fois qualifiées de sulfureuses. Et je tiens à vous le dire, je rencontre qui je veux, quand je veux, et dans le cadre que je veux, en fixant une limite morale, que je garderai pour moi, mais je n'accepte pas le personnage qui a été construit autour de moi et qui ne reflète pas la réalité de ce que je suis, qui je suis et ce que j'ai fait lorsque j'étais à la présidence de la République. Je venais aussi rappeler devant vous que j'ai été recruté sur la base de mes compétences, qui n'ont jamais été, depuis le début de vos auditions, remises en cause par qui que ce soit. Par qui que ce soit. Je n'ai pas débarqué à l'Élysée par effraction. J'ai participé à une campagne électorale où j'ai exercé mes compétences avec mes qualités, mes défauts. Et on m'y a recruté sur la seule base de mes compétences et de mon savoir-faire. Et je demande juste un peu d'indulgence me concernant, de par le traitement médiatique, politique, qui est le mien. Et je pense que la justice, qui fait son travail sereinement, a toute sa place dans notre pays pour faire la lumière sur tout ce qui m'a été reproché depuis le début de cette affaire. J'ai entendu un certain nombre d'approximations, de mensonges et de contre-vérités dans les précédents témoignages des gens que vous avez pu auditionner. J'ai un immense respect pour les fonctions qu'ils occupent et aujourd'hui je ne vous parlerai pas de ce que je pense des hommes. Dans la droite ligne de ce que je vous ai dit la dernière fois, Monsieur le Président Bas. Je suis venu devant vous le 19 septembre. J'ai fait un certain nombre de déclarations. Je reste cohérent dans mon propos. J'ai pu entendre ici ou là que je n'avais pas été suffisamment clair sur certains points, que j'avais fait de l'enfumage, etc. Aujourd'hui, je suis présent devant vous pour répondre à toutes les interrogations auxquelles vous avez jugé peut-être que j'avais été vague, tout ce que j'ai pu entendre à la sortie de cette audition du 19 septembre. Je veux juste vous confirmer mon propos, Madame la Sénatrice, quand vous m'avez posé la question de savoir est-ce que vous avez rendu vos passeports diplomatiques. Je ne me souviens pas des termes exacts de votre question, mais je me rappelle de ma réponse. Le 19 septembre, lorsque j'étais présent devant vous, sous serment, et que j'ai répondu à l'ensemble des questions qui m'ont été posées, je vous ai dit ils doivent être dans mon bureau à l'Élysée. Et ils ont dû les restituer, si ma phrase est complète. Je vous réaffirme, solennellement, sous serment encore une fois, que le 19 septembre, mes passeports étaient à l'Élysée. Patrick Stroda vous a affirmé que ces passeports avaient été utilisés entre le 1er et le 7 août, ce que je ne dénie pas, c'est la réalité. Je les ai restitués à la demande de la présidence de la République et du ministère des Affaires étrangères, qui m'a adressé 2 courriers, ainsi qu'un email que j'ai reçu de la part du général Biofarina le 30 juillet. J'ai restitué mes passeports, les clés de mon bureau, le badge d'accès à l'Élysée, et j'ai récupéré un certain nombre d'autres affaires comme un siège auto, et un chéquier, une paire de clés également, et un anorak. Je les ai restitués dans le courant du mois d'août 2018, sans être précis sur les dates pour l'instant, parce qu'une information judiciaire est en cours et elle viendra confirmer mon propos. Et ces passeports m'ont été rendus à nouveau, alors que j'avais été contacté par un membre de l'Élysée, un personnel salarié de l'Élysée,
début octobre 2018. Ils m'ont été restitués, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un certain nombre d'éléments personnels, un chéquier, une paire de clés, dans des conditions qui sont celles qu'elles ont été. Je tiens juste à vous dire que j'ai constaté que ces passeports, et on m'a fait savoir que ces passeports n'étaient pas désactivés. Sinon, je n'aurais pas voyagé avec ces passeports. Et je reconnais là une faute de ma part, un manque de discernement peut-être, une erreur sans doute. Je l'ai reconnue devant la justice et je la reconnais devant vous. Mais je ne pense pas que ça mérite les proportions que tout ça a pris depuis le début de cette affaire. Donc je vous le réaffirme solennellement, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le co-rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je ne vous ai pas menti le 19 septembre lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l'Élysée. Et encore une fois, je fais confiance à la justice qui travaille dans l'affaire du 1er mai et qui fait émerger un certain nombre de vérités sur des mensonges, des rumeurs, des contre-vérités qui ont été développées ici ou là. Et donc elle fera la même chose sur cette affaire des passeports diplomatiques. Voilà ce que j'avais à vous dire, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Benalla. Je vais donner la parole au Président Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Benalla, je voulais d'abord vous dire que, alors que nous étions interrogés encore très récemment, Philippe Bas, Muriel Jourda et moi-même avons toujours maintenu la même position. Nous sommes ici rassemblés pour trouver la vérité, pour trouver les dysfonctionnements qui ont eu lieu, pour mettre à jour les dysfonctionnements, en chercher les causes, et ensuite nous ferons un rapport dans lequel nous dirons ce que nous aurons à dire. Mais nous respectons nous-mêmes le contradictoire, c'est-à-dire que nous auditionnons toutes les personnes que nous avons décidé d'auditionner. Et pour le moment, nous en sommes là. Et nous n'allons pas au-delà de cet acte qui est conforme à notre mission de parlementaire. Je voulais vous poser une première question. Nous allons alterner les questions par rapport à votre activité quand vous étiez à l'Élysée. Pouvez-vous confirmer véritablement que vous n'avez été en lien avec aucune société privée liée à des activités de sécurité, de défense ou d'autres domaines pendant que vous exerciez vos fonctions à l'Élysée? Monsieur Benalla. Merci pour votre question, Monsieur le co-rapporteur Sueur. Je vais réaffirmer solennellement devant vous que je n'avais aucun lien d'ordre professionnel avec une société de sécurité ou de défense, comme vous me posez la question. Mais pour être très clair, tout le monde sait ici que je suis issu du milieu de la sécurité, de la protection des personnes, que j'ai travaillé dans un certain nombre d'entreprises auparavant, et donc que je me suis créé des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes, dans divers domaines d'ailleurs, et pas seulement la sécurité et la protection physique des personnes, et que je continue encore aujourd'hui, parce que les vrais amis restent, malgré ce déchaînement, à entretenir des liens d'amitié avec un certain nombre de personnes. Mais je répète devant vous, je n'ai eu aucun lien professionnel avec des sociétés de sécurité ou de défense lorsque j'ai occupé mes fonctions à l'Élysée. Le journal Libération a publié une déclaration de vous, entre guillemets, selon laquelle vous auriez organisé, je cite entre guillemets, 2 ou 3 rendez-vous à l'Élysée pendant vos fonctions avec M. Vincent Miclet. Confirmez-vous cela et de quoi s'agissait-il? Je dément ces propos et devant vous aujourd'hui, pour faire votre travail sérieusement, je ne commenterai pas les articles de presse dans lesquels il y a eu absolument tout et son contraire et surtout beaucoup de contre-vérités qui ont été écrites. Je n'ai jamais prononcé ces propos à Libération. Je vous donne acte de votre réponse. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Makhmudov. Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, et je ne l'ai jamais rencontré.
étiez-vous informé de la collaboration de M. Kras avec M. Makhmoudov? Alors, je sais que M. Kras a eu des activités professionnelles, qu'il a créé une entreprise. J'étais au courant de ses affaires, oui. C'est un ami, je ne vais pas le cacher devant vous aujourd'hui. Tout ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais contribué à une quelconque négociation, conclusion, et que je n'ai jamais été intéressé au moindre contrat que M. Kras a pu passer avec qui que ce soit d'ailleurs, et encore moins cette personne. Avez-vous eu des contacts avec une personne particulièrement proche de M. Makhmoudov, ce qui justifierait que vous ne l'ayez pas vu personnellement? Alors, pour répondre encore très clairement et précisément, je connais un certain nombre de personnes. On l'a tous vu dans les articles de presse qui disent parfois des vérités, parfois des mensonges, mais je connais beaucoup de gens. J'en ai rencontré de par mes anciens camarades, par d'anciennes fonctions, par d'anciens emplois. Et donc on est un tout petit milieu et on se connaît absolument tout. Donc je connais un certain nombre de gens, que ce soit dans l'entourage de Vincent Kras, dans l'entourage de la société, si vous voulez venir là-dessus, de Velours, parce que j'ai travaillé pour eux. Et voilà, je ne vais pas dire le contraire, mais connaître des gens, c'est ce que vous pouvez aujourd'hui me reprocher, mais je connais beaucoup de gens, oui. Je connais beaucoup de gens. S'est-il fait que, après avoir quitté vos fonctions, vous ayez été employé pendant 1 mois pour un salaire qui est connu par une société qui s'est créée pour le besoin de la cause, me semble-t-il, dont l'actionnariat est assez léger, qui est dirigée par une personne que vous devez connaître, et quelle a été votre activité dans le cadre de cette société, une activité éphémère pour une société qui venait de naître? Alors, monsieur le sénateur, je vais répondre à cette question, même si je ne suis pas obligé de vous y répondre, parce que c'est une activité professionnelle que j'ai exercée à l'issue de mes activités à l'Élysée. Je vous avais dit, quand vous m'aviez interrogé la première fois, que j'étais à Pôle emploi. J'ai essayé de quitter Pôle emploi le plus rapidement possible. Et j'essaye de refaire ma vie professionnelle et personnelle par mes propres moyens, avec certaines personnes qui me veulent du bien, et je les en remercie. Et aujourd'hui, je suis profondément choqué qu'ils soient jetés en pâture, alors que ce sont des entrepreneurs sérieux, qui passent des contrats. Et quand une entreprise passe un contrat, moi, ça me fait plaisir. Qui emploient des gens, encore une fois, sur la base de leurs compétences, que ces gens-là se retrouvent avec le nom de leur société, leur prénom, leur nom, le passé, ce qu'ils ont fait avant, etc., jetés en pâture comme ça, c'est irresponsable. Irresponsable de la part des médias qui, en fait, depuis 6 mois, me harcèlent mes proches, et dont le seul intérêt est de connaître la couleur des chaussettes que je mets le mercredi ou le jeudi. Il faut juste un moment me laisser tranquille. Je travaille, j'essaye de gagner ma vie par moi-même, de ne pas être à la charge de la société. Et cette personne, c'est un ami à moi que j'ai rencontré, je vous le dis encore une fois, c'est un petit milieu. On se connaît depuis plus de 5 ans avec la personne que vous évoquez. Je crois que M. Kras le connaît aussi très bien. Voilà, il y a des concours de circonstances qui parfois on va chercher la petite bête, mais aujourd'hui, je peux juste vous affirmer que c'est un ami qui m'a employé dans une mission qui restera confidentielle. J'en suis désolé. Je me permets de vous demander la nature de l'activité qui a été la vôtre à ce titre, en raison du fait que lorsque l'on a servi dans un service public, Grand l'Élysée, ce que l'on fait après n'est pas indifférent. Surtout si on a exercé des missions liées aux missions de sécurité. Lorsque l'on était à l'Élysée, vous savez qu'il y a une commission de déontologie, etc. Donc, je vous redemande avec insistance quelle a été la nature de votre travail durant 1 mois au sein de cette société. Pour des raisons de confidentialité évidentes et du fait que ça ne concerne pas aujourd'hui votre mission d'information qui a les pouvoirs d'une commission d'enquête, je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur. Monsieur Benalla, c'est nous qui décidons si nos propres questions sont dans notre mandat ou pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Je vais vous préciser les choses pour que vous les entendiez clairement. La sanction de licenciement pour faute qui vous a été infligée
comporte un certain nombre d'obligations pour vous. Si cette sanction est réelle, elle doit aller jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, vous deviez rendre tout ce qui était les instruments de votre fonction et ses attributs, comme les passeports diplomatiques. Vous ne l'ignorez pas. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, si vous le permettez, c'est aussi la raison pour laquelle vous devez respecter, ayant servi au plus haut niveau de l'État, à la présidence de la République, même si vous n'étiez pas un des principaux collaborateurs du chef de l'État, vous devez respecter l'obligation de soumettre à la commission de déontologie de la fonction publique les nouvelles activités que vous pouvez avoir. Tout ceci a du sens. Le droit, ce n'est pas simplement des règles qu'on pose pour embêter les gens. Pourquoi ces règles existent? C'est pour s'assurer, d'une certaine façon, que rétrospectivement, la personne qui prend une activité dans le secteur privé après avoir servi l'État ne peut pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Et c'est aussi pour vérifier qu'à l'avenir, les fonctions que cette personne va exercer pour le compte d'une entreprise, respectable, comme vous l'avez dit, par hypothèse, seront des fonctions qui ne mettront pas en cause des informations acquises dans l'exercice de la fonction de service public qu'on a eue. Si bien que notre commission d'enquête s'intéresse tout à fait légitimement, et M. Sueur, je crois, est tout à fait dans son rôle en vous posant ces questions, aux activités que vous pouvez avoir et aux conditions dans lesquelles vous exercez ces activités. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles en France. Elles ne sont pas toutes inutiles et dépourvues de sens. Celle-là a beaucoup de sens en réalité. Donc je reformule la question de Jean-Pierre Sueur différemment. Avant de prendre une activité dans une entreprise, avez-vous, petit 1, saisi la commission de déontologie et petit b, petit 2, avez-vous informé la présidence de la République que vous repreniez, comme c'est nécessaire pour vous-même et pour votre famille, une activité professionnelle et la nature de cette activité professionnelle? Ça, c'est extrêmement important. C'est le respect des dispositions du décret du 27 janvier 2017. Je vous remercie pour votre intervention, Monsieur le Président Sueur. En effet, vous avez raison, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est tellement important que j'ai reçu le courrier de M. Stroda m'indiquant que j'avais à saisir la commission de déontologie de la fonction publique 2 jours avant qu'il soit auditionné par vos soins à sa dernière audition. C'est tellement important qu'il serait intéressant aussi de savoir combien de personnes quittant l'Élysée depuis plusieurs mandats, il faudrait s'intéresser au dernier mandat, ont saisi cette commission de déontologie pour avoir des activités professionnelles et pour créer leur entreprise. Ça, je pense que c'est un travail qui pourrait être assez intéressant. Et pourquoi on me demande à moi, 3 jours avant de venir dans une commission d'enquête, de saisir cette commission, ce dont je n'avais pas été informé, mais qui était mentionné dans mon contrat de travail, c'est tout à fait exact. Je ne l'ai pas fait. C'est une erreur de ma part, je la reconnais, mais il serait intéressant de s'intéresser, savoir combien de personnes en sortant de l'Élysée saisissent la commission de déontologie de la fonction publique. Mais, Monsieur Benalla, vous n'avez pas de phobie administrative. Vous savez bien qu'il faut respecter un certain nombre de règles, et vous venez de rappeler que c'était dans votre contrat de travail. C'est pas très compliqué à faire. Je pense que ça a été la situation à l'issue de mes fonctions à l'Élysée a été un peu compliquée. Je n'ai pas été orienté vers cette commission de déontologie. J'aurais dû en effet, le 1er août, reprendre mon contrat de travail et relire chaque paraphe. Et voir que je devais saisir cette commission de déontologie, je ne l'ai pas fait. C'est en effet ce que vous auriez dû faire. C'est une erreur de ma part. Mais j'avais d'autres priorités, comme celle de mettre à l'abri ma femme et mon fils, de retrouver un appartement, un travail. Vous voyez, c'est des situations en fait un tout petit peu compliquées, ce qui s'est passé. Monsieur Benalla, nous ne sommes pas là pour vous faire la morale, mais pour essayer d'avoir des informations qui nous permettent d'établir la vérité. Mais c'est certain que quand on respecte les règles, on est mieux protégé. Alors, je voudrais savoir si depuis lors, vous avez effectivement saisi la commission de déontologie. Non, je n'ai pas saisi la commission de déontologie et mon avocate est en train de s'en occuper. Je vous remercie. Madame Jourda.
Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques questions à Monsieur Benalla sur le port d'armes. Le préfet de police de Paris vous a délivré le 13 octobre 2017, outre un permis de port d'armes, une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie B, uniquement valable pour la durée de vos fonctions à la présidence de la République. Selon les informations que nous avons, vous bénéficiez déjà, depuis le mois de novembre 2016, d'une autorisation de détention d'armes de cette même catégorie, au motif que vous pratiquiez le tir sportif. Avez-vous acquis une nouvelle arme au titre de l'autorisation d'acquisition et de détention délivrée par le préfet de police le 13 octobre 2017 ? Et si oui, cette arme a-t-elle été acquise par vous-même à titre privé ou par l'Élysée ? Alors, je répondrai de manière très succincte parce qu'il y a une information judiciaire en cours là-dessus, sur l'histoire des armes du fameux selfie. Je peux juste vous dire que l'arme qui a été acquise dans le cadre de cette autorisation l'a été par moi-même. Voilà. Madame Jourda. Dans la mesure où l'autorisation dont vous bénéficiez était liée à vos fonctions à l'Élysée, avez-vous restitué cette arme postérieurement ? Ces armes, excusez-moi, toutes les armes que je détenais de manière légale ont été saisies par la justice dans le cadre de l'information judiciaire qui est en cours. Merci de cette réponse. Madame Jourda, d'autres questions ? Oui. Allez-y, Madame Jourda. Oui, sur la question des armes... Pardon, Monsieur Surbet, je crois que Madame Jourda voulait poser une question. Je vous redonne la parole après. Non, bien sûr. Une question cette fois-ci, Monsieur Benalla, sur le téléphone Théorème, qui permet aux collaborateurs situés au plus haut niveau de l'État de passer des communications chiffrées. Selon les informations qui nous ont été données par Monsieur Stroda, directeur de cabinet du Président de la République, la présidence dispose de 30 combinés. Vous-même, vous disposiez d'un de ces combinés. Alors, à quelle fin disposiez-vous d'un téléphone Théorème dans le cadre de vos fonctions à l'Élysée ? À quelle fin l'utilisiez-vous ? Pour préparer des déplacements, pour communiquer avec le Président ? Monsieur Benalla. Alors, pour répondre à cette question, le Théorème, en effet, est un outil qui est mis à disposition d'un certain nombre de collaborateurs du Président de la République et d'autres administrations, qui permet d'avoir un certain nombre de conversations téléphoniques de manière sécurisée. Quand j'étais collaborateur du Président de la République, dans les fonctions qui étaient les miennes, j'étais très soucieux des procédures et de la sécurité des communications que je pouvais avoir. Il m'a été attribué un théorème dans le cadre des missions que je vous ai exposées lors de la première audition. Certains n'ont pas jugé utile d'en avoir un, préférant passer par des messageries cryptées bien connues, Telegram, WhatsApp, etc. Moi, j'ai respecté les procédures, c'est-à-dire que lorsqu'on a des discussions à avoir avec des préfets, avec des autorités, la police, la gendarmerie, ou d'autres personnes qui ont leur fonction à l'Élysée, j'utilisais le théorème, voilà, qui est un outil qui a été acheté, et plutôt qu'il soit dans un carton, je l'utilisais. Mais Monsieur Benalla, ça veut dire que le chef de cabinet du Président de la République ne jugeait pas utile pour ses propres communications avec les mêmes correspondants d'utiliser un tel appareil, et c'est donc vous qui, à la chefferie de cabinet, l'utilisiez vous seul, mais de votre propre initiative en quelque sorte. Vous avez pensé que c'était utile, alors que d'autres pensaient que c'était inutile. Je pense que vous avez parfaitement résumé la situation, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur Sueur. Oh, pardon. Cette fois, Madame Jourda, qui tout à l'heure hésitait à engager un nouveau questionnement, demande à continuer sur le même sujet. Oui, j'aurais bien voulu. Doit-on saisir de vos propos, Monsieur Benalla, que ce téléphone, vous l'aviez demandé et qu'il ne vous avait pas été attribué d'office ? Alors en fait, nous avons des postes fixes sécurisés dans chacun de nos bureaux à la chefferie de cabinet. Les postes mobiles ne sont pas attribués de manière automatique, alors même que les fonctions qui sont les nôtres, de par l'habilitation, etc., emportent le fait qu'on peut demander ce type de mobile. Après, c'est en fonction de l'usage qu'on veut en faire et du respect. Moi, j'ai un respect des procédures de sécurité et je l'ai utilisé aux fins pour lesquelles il était fait, c'est-à-dire téléphoner dans des conditions de sécurité maximum. D'autres ne l'ont pas jugé utile. Il faudra leur poser la question. Donc, Madame Jourda. Oui, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. L'aviez-vous demandé ou vous a-t-il été attribué d'office ? Alors, il m'a été attribué. Pouvez-vous me confirmer que ce téléphone n'a pas été restitué lors de votre licenciement ? Et le cas échéant, la restitution vous a-t-elle été réclamée après votre licenciement ? À quel moment ? Et quelle diligence avez-vous accomplie pour que cette restitution ait lieu ? Alors,
pour inscrire ma réponse dans le contexte général que je vous ai exposé tout à l'heure, Monsieur le Président Bar, la situation après le 1er août était un peu confuse me concernant. J'ai déménagé en 6 mois plus de 4 fois, avec un certain nombre d'affaires dans des cartons. Bon, c'est une situation compliquée, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce téléphone ne m'a jamais été redemandé et je n'avais pas connaissance jusqu'au mois de décembre que je l'avais encore en ma possession. C'est-à-dire que le dernier déménagement que j'ai fait le 20 novembre 2018, pour être tout à fait précis avec vous, j'ai ouvert des cartons et lorsqu'on a commencé à me demander la restitution d'un certain nombre d'effets qui n'avaient pas été rendus à l'Élysée, la carte professionnelle, le PINS et un certain nombre d'autres documents, il n'était pas mentionné le théorème et donc j'ai fait avec ma femme un inventaire complet des affaires qui n'étaient pas encore déballées. On a déballé les cartons et on est tombé sur le théorème et donc j'ai appelé mon avocate qui a fait les démarches auprès de Monsieur Stroda pour savoir comment on pouvait restituer ce téléphone. Voilà. Et depuis, il a été restitué à l'Élysée. Madame Jourdain, une dernière question et je redonne la parole à Jean-Pierre Sueur. Toujours sur ce téléphone, quel usage avez-vous fait de cet outil depuis votre licenciement? Comme je vous ai dit, il n'y a eu aucun usage de ce téléphone parce que je n'avais pas connaissance pendant les 6 mois qui se sont écoulés avant que je fasse un inventaire complet des affaires qui étaient encore dans des cartons, que je l'avais encore en ma possession. Voilà. Donc il n'a jamais été utilisé depuis le mois de juillet 2018. Je vous remercie. Jean-Pierre Sueur. Sur ce téléphone, l'Élysée nous a affirmé vous avoir demandé de le restituer le 4 octobre, ce qui est un peu loin par rapport à la date de votre départ. Mais vous ne l'avez pas restitué le 4 octobre, bien qu'on vous l'ait demandé. Alors, contrairement à ce que vous affirmez, je ne sais pas qui a dit ça et sur la base de quoi, mais ce téléphone ne m'a jamais été réclamé le 4 octobre. Ils ont découvert apparemment, lorsque mon avocate a appelé pour leur dire qu'on en était en possession, que je l'avais encore. Mais ça n'a jamais été demandé par l'Élysée le 4 octobre. En réalité, le téléphone a été désactivé le 4 octobre. Monsieur Sueur. Ce qui est étrange, c'est une remarque, c'est qu'il ait été que l'Élysée, donc, alors que vous avez quitté l'Élysée le 31 juillet, ne se soit rendu compte de cette affaire que le 4 octobre, et s'en étant rendu compte, si je comprends ce que vous dites, n'est pas réagi auprès de vous pour vous demander de le restituer. C'est exactement ce que vous dites. Je ne sais pas répondre à votre question. Je pense que je ne suis pas le mieux placé pour y répondre. Par rapport au port d'armes, permettez-moi une question à laquelle peut-être vous ne répondrez pas, mais il peut peut-être être utile pour vous de répondre. Il y a eu une perquisition, vous vous en souvenez ? Cette perquisition n'a donné lieu à aucune instance judiciaire. Elle n'est pas couverte par la justice. Les conditions dans lesquelles la perquisition a eu lieu. Il a été question d'une armoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son contenu ou est-ce que vous ne pouvez pas? Alors, la perquisition, elle s'est faite sur instruction d'un magistrat, donc par la justice, et donc je ne rentrerai pas dans des réponses. Ça concerne l'information judiciaire et l'instruction. Et si la justice a des questions à me poser là-dessus, elle me les posera. Mais tout s'est fait dans un cadre légal. Il y a eu une vraie perquisition à mon domicile, avec des vrais policiers. J'en suis le premier témoin. Tout a été fait conformément à la loi. Voilà. Bien, je vous remercie. Monsieur le Président Sueur, avez-vous d'autres questions? Par rapport au passeport, on a constaté que vous aviez une certaine appétence pour les passeports. Mais bon, après tout, chacun a ses marottes. Mais ce qui est quand même un peu étrange, c'est que s'agissant du passeport diplomatique dont vous avez demandé le renouvellement, premièrement, vous avez demandé ce renouvellement au moment où, après une sanction qui vous a été infligée, qui a été donc terminée, vous avez été déchargé de la mission de l'organisation des voyages du président de la République. Donc, il peut sembler étrange que vous demandiez un passeport diplomatique au moment où vous n'avez plus la mission qui justifierait l'attribution ou le renouvellement du passeport diplomatique. Première question, pourquoi avez-vous demandé ce passeport diplomatique alors que vous n'aviez plus la fonction qui aurait justifié que vous le demandiez? Deuxièmement, vous n'êtes pas passé par le service du protocole de l'Élysée. Pourquoi? Puisque c'est la voie normale.
Vous avez obtenu ce passeport, ce renouvellement très rapidement auprès du ministère des Affaires étrangères, qui en a d'ailleurs informé, M. Le Drian nous l'a dit, le service du protocole de l'Élysée, qui après, d'après nos informations, n'a pas réagi d'aucune sorte, d'après nos informations. Donc je vous pose ces questions. Pourquoi avez-vous demandé le renouvellement à cette époque-là? Pourquoi? Et pourquoi n'êtes-vous pas passé par le service du protocole? Alors, je suis désolé, monsieur le sénateur, mais les conditions d'attribution, de détention et d'obtention, ainsi que de restitution de ces passeports, concernent l'information judiciaire en cours. Et j'aurai des questions donc de deux juges d'instruction qui sont saisis là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission. J'en suis désolé. Monsieur Benalla, vous êtes obligé de répondre à ces questions devant notre commission. Elles concernent le fonctionnement de l'État et non pas des fautes que vous auriez pu commettre, et elles ne sont donc pas reliées à cette information judiciaire, sauf à en avoir une compréhension particulièrement extensive. Je vous précise d'ailleurs, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, que nos missions sont complémentaires. Nous pouvons nous intéresser aux mêmes faits, mais pas pour le même objet. La justice peut s'intéresser à l'utilisation que vous faites d'un passeport diplomatique s'il y a une infraction dans cette utilisation par vous-même. Nous ne nous intéressons pas du tout à ça. En revanche, il est très important pour nous d'assumer notre mission constitutionnelle, sans en rien limiter les capacités d'action de la justice. Nos missions sont complémentaires et pas concurrentes sur ce qui concerne les procédures administratives qui ont eu lieu. Nous voulons savoir comment cette attribution a eu lieu. Elle n'est pas poursuivie en tant que telle, comme une infraction. Non, pas l'attribution de ce passeport diplomatique. Alors que la justice vous pose des questions là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord pour qu'elle le fasse. Mais nous vous posons aussi des questions là-dessus et vous êtes obligé d'y répondre. J'ai bien entendu votre propos, Monsieur le Président Sieur, mais je suis désolé. Monsieur le Président Barre, excusez-moi. Mais je ne pourrais pas répondre à cette question parce que, contrairement à ce que vous affirmez, la justice s'intéresse aux conditions de délivrance et d'obtention de l'ensemble des passeports, et pas seulement les passeports diplomatiques, dans le cadre d'une information judiciaire qui est ouverte sur 5 motifs d'infraction, et pas seulement l'usage. J'ai été mis en examen, en effet, simplement sur l'usage abusif d'un document donnant une fonction, mais je suis placé comme témoin assisté sur 4 chefs d'inculpation. Ce n'est pas tant mon statut que l'ouverture d'une information sur ces 5 chefs d'inculpation qui m'empêche de répondre à cette question. Monsieur Benalla, la justice s'intéresse-t-elle vraiment aux conditions dans lesquelles vous avez obtenu le renouvellement de votre passeport diplomatique au mois de juin dernier? Ça n'est pas ce que j'ai entendu. Le directeur de cabinet du président de la République a utilisé l'article 40 du Code de procédure pénale, non pas pour l'attribution de ces passeports diplomatiques, mais pour la note en tête du chef de cabinet du président de la République par laquelle a été demandé le renouvellement de votre passeport de service, ce qui n'a rien à voir avec le renouvellement de votre passeport diplomatique au mois de juin dernier. Mais nous en resterons là. Je vous donne acte de votre refus de répondre, mais je tiens à vous dire que votre interprétation est erronée et que, d'ailleurs, vous n'avez pas à opposer à une commission d'enquête parlementaire votre propre interprétation par rapport à celle que nous faisons, car c'est notre rôle d'interpréter notre mandat et de définir le champ des questions que nous avons à vous poser et auxquelles vous pourriez répondre. J'ai précisé, en commençant cette audition, à quel point nous sommes, de ce point de vue, très attentifs à faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit respectée. Et la conception que vous en affirmez est, de mon point de vue, comme de celui des rapporteurs, abusive. Alors, j'ai bien entendu, encore une fois, votre remarque, Monsieur le Président Barre. Je suis assez inquiet de voir qu'une première fois, devant votre commission, le directeur de cabinet du président de la République a évoqué que j'allais être convoqué dans les toutes prochaines heures, ce qui pose quand même des questions sur l'indépendance des institutions. Et aujourd'hui, vous êtes en train de m'expliquer que vous n'avez pas connaissance que dans le dossier, la justice s'intéresse à la condition d'obtention et de délivrance de ces passeports.
Je ne sais pas si vous avez eu accès au dossier judiciaire vous-même, mais ça me pose question quand même. Monsieur Benalla. Monsieur Benalla, je me fonde sur les chefs d'incrimination et sur les déclarations du parquet lui-même. Monsieur le Président Sueur. Oui. Je voulais vous dire, Monsieur Benalla, qu'il n'y a pas eu moins de 4 ministres qui, à une certaine époque, nous ont rappelé qu'il était tout à fait nécessaire que nous respections nos prérogatives. Donc nous ne pouvons qu'insister sur la grande nécessité de respecter l'indépendance de la justice, comme la justice se doit de respecter notre indépendance, mais surtout comme le pouvoir exécutif se doit de respecter l'indépendance du pouvoir législatif. Mais Monsieur Benalla, vous nous dites que pour ces raisons liées à la justice, vous ne pouvez pas parler des passeports. Mais vous voyez qu'il y a une petite contradiction, car dans votre déclaration préalable, vous avez commencé par nous parler de passeport. Oui. Alors attendez, je n'ai pas fini ma question. Donc, vous avez commencé par nous dire que suite à la question de Madame Eustache-Perignon, notre collègue, vous aviez apporté une réponse. Vous avez apporté la réponse suivante, que les passeports, quand vous avez quitté l'Élysée, étaient restés dans votre bureau. Tout à l'heure, vous avez dit les passeports sont restés à l'Élysée. C'est une nuance qui a de l'importance. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les passeports sont restés dans votre bureau à l'Élysée? Alors, comme vous êtes très précis, monsieur le rapporteur, je suis très précis. Je vais d'abord rebondir sur le fait que je n'ai pas évoqué, alors votre question portée sur les passeports, je n'ai pas répondu à cette question parce qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une information judiciaire qui est ouverte. Et que dans mon propos liminaire, j'ai évoqué ces passeports. Je suis juste resté cohérent avec des propos qui ont été publics à travers un certain nombre de communiqués, un de moi et un de mon avocate. Et donc je n'allais pas vous dire, je vous répète simplement les propos qui ont été les miens il y a une quinzaine de jours. Et ces propos qui sont publics et que vous pouvez trouver dans la presse. Donc je n'ai pas révélé de secret et je n'étais pas encore mis en examen, ni placé sous le statut de témoin assisté il y a 15 jours pour les passeports. Alors, je vais vous accorder en effet sur mes déclarations et pour être encore plus précis que vous l'êtes, lorsque j'ai répondu à Madame la sénatrice la dernière fois sur les passeports, j'ai dit je pense. Et penser, c'est une nuance qui a une extrême importance. Que mes passeports sont dans mon bureau à l'Élysée et qu'ils ont dû être restitués. Penser n'est pas affirmer, mais tout ce que je peux vous affirmer, je l'ai fait encore une fois sous serment aujourd'hui, c'est que mes passeports étaient à l'Élysée le 19 septembre. Voilà, Monsieur le Président. Il y a eu ensuite une perquisition. C'est la dernière question de notre co-rapporteur, car nous avons beaucoup de collègues qui demandent également la parole. Donc, il y a eu une perquisition et ensuite on vous a rendu les passeports. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Quelle personne vous a rendu les passeports au coin d'une rue? Avez-vous dit? C'est comme ça que ça s'est passé? Encore une fois, il y a une information judiciaire qui est ouverte et la justice exposera dans des conditions claires la manière dont les passeports ont été rendus puis ensuite restitués, comment et par qui. Voilà, Monsieur le corapporteur. Madame Jourdain, juste une question. Oui, et après nous laisserons la parole à nos collègues de la Commission des lois. S'agissant des passeports de service, M. Stroda nous expliquait que vous bénéficiez de 2 passeports de service, l'un qui avait été délivré en 2016 lorsque vous travailliez à la délégation interministérielle aux Outre-mer, et l'autre délivré le 28 juin 2018 dans le cadre de vos fonctions à l'Élysée. Alors si vous nous confirmez ces informations, c'est-à-dire la détention de ces 2 passeports, pouvez-vous nous expliquer quelle en était l'utilité dans la mesure où vous disposiez déjà de 2 passeports diplomatiques? Je suis encore désolé, Madame la sénatrice, mais je ne pourrai pas répondre à cette question qui porte sur une information judiciaire qui est en cours. Madame Jourdain, vous voulez... Vous avez une conception extrêmement large de l'information, Monsieur Benalla. Mais je n'ai pas le pouvoir de vous faire parler si vous ne le souhaitez pas. Je ne peux que me rallier aux explications longues qui ont été données par le Président Bas et déplorer que vous ne souhaitiez pas répondre à la mission d'information. Juste, je voudrais, Madame la co-rapporteure, Monsieur Benalla, vous dire que j'ai répondu de la manière la plus précise, complète
et cohérente depuis le début de vos auditions à l'ensemble de vos questions. Non. Je ne décide pas d'être mis en examen ou placé sous le statut de témoin assisté ou qu'une information judiciaire soit ouverte ou non. Je respecte juste le cadre de ce qui m'a été conseillé par mon avocate, de ne pas faire d'auto-incrimination. Parce que dès lors que vous êtes mis en cause par la justice, et le statut importe peu, celui de mis en examen ou de témoin assisté, toutes les déclarations que je peux faire devant vous sous serment peuvent être retenues contre moi par la justice ultérieurement. Donc, excusez-moi juste de respecter des principes qui me sont garantis par la Constitution. Monsieur Benalla, je suis d'accord avec vous sur ce point. Le risque de l'auto-incrimination, nous ne voulons pas nous-mêmes que vous puissiez l'encourir. Mais quand il s'agit du fonctionnement de l'administration, ce n'est pas des actes que vous avez commis que nous vous demandons de parler, mais des actes qui ont été accomplis par des services de l'administration. Vous voyez, vous sentez bien la différence entre les deux, et il faut que vous cessiez de considérer que les deux enquêtes parlementaires et judiciaires devraient s'exclure l'une et l'autre. Elles se complètent, elles ne sont pas en concurrence. Nous sommes ici très heureux que la justice fasse son travail. Elle fait un travail que nous ne pourrions pas faire. Mais de la même façon, nous en faisons un qu'elle ne pourrait pas faire non plus. C'est pour ça que dans notre République, les dispositifs de contrôle sont multiples, à chacun son rôle. Voilà. Mais s'il vous plaît, nous allons nous en tenir là parce que mes collègues vont vous reposer des questions. Vous aurez l'occasion de nouveau de vous exprimer. Juste, monsieur le Président, alors allez-y. Excusez-moi. Simplement, vous me posez des questions sur l'administration. Les questions qui m'ont été posées à moi directement concernant des actes que j'aurais accomplis ou l'usage que j'aurais pu avoir ou l'utilité que j'aurais pu avoir à me faire délivrer ces passeports. C'est la nature même de la question qui m'a été posée. Non, parce que là, ça touche à votre fonction à l'Élysée. Oui. La question était, pourquoi auriez-vous eu encore besoin d'un nouveau passeport diplomatique au mois de juin, alors qu'on nous a dit, et vous ne l'avez pas démenti, que vous étiez déchargé de votre participation à l'organisation des déplacements du chef de l'État à l'étranger. C'est juste ça, et c'est pour ça que je dis que vous auriez normalement dû être en mesure de répondre à cette question simple, sans vous exposer au risque d'auto-incrimination. Je suis en situation de pouvoir déduire de votre non-réponse que la question vous gêne. Non, pas du tout, absolument pas. Il y avait des questions qui me gênaient, je vous l'aurais dit depuis longtemps, et je n'aurais pas répondu de manière aussi claire et longue et précise que je l'ai fait depuis le 19 septembre. Ce que je peux vous dire, si votre question concerne le fonctionnement de l'administration, ces passeports m'ont été délivrés normalement. Et sans qu'à aucun moment, une objection quelconque intervienne depuis que j'ai quitté mes fonctions ou alors que j'étais en fonction. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président Bas. Et si l'administration avait jugé anormal la délivrance des passeports, elle l'aurait souligné, elle l'aurait soulevé. Pour les passeports de service, ils ont été annulés. Et pour les passeports diplomatiques, je constate que non. Et le service du protocole de l'Élysée, informé par le Quai d'Orsay du renouvellement de ce passeport diplomatique, ne vous a fait aucune observation? Non. Je vous remercie. Monsieur Wattebled. Monsieur Benalla, ma question est la suivante. Entre le 1er août, date à laquelle monsieur, vous avez été licencié, et le 31 décembre 2018, vous avez, d'après monsieur Sroda, directeur du cabinet du président de la République, utilisé 2 passeports diplomatiques une vingtaine de fois. Lors de ces déplacements, avez-vous, comme vous l'avez indiqué dans un communiqué de presse, toujours prévenu la plus haute autorité française? Monsieur Benalla. Je suis désolé, monsieur le sénateur, mais je ne commenterai pas les articles de presse. Je commenterai mes propres déclarations, en l'occurrence un communiqué qui a été le mien. J'ai avisé des personnes de l'ensemble de mes déplacements à l'étranger, par courtoisie républicaine. Alors, je n'ai pas saisi la commission de déontologie de la fonction publique, mais j'ai expliqué un peu ce que je faisais depuis que j'ai quitté mes fonctions. Ma question était plus précise, la plus haute autorité française. Alors ce n'est pas une personne, c'est une institution dont je parle. Monsieur Benalla, qui sont les personnes que vous avez informées? Donc des gens qui travaillent à la plus haute autorité française, c'est-à-dire des membres de la présidence de la République. Et quelle fonction occupe-t-elle?
Je ne souhaite pas évoquer leurs fonctions aujourd'hui, ni leur nom, ni leur prénom. Je suis désolé. Monsieur Sueur. À quelle date avez-vous prévenu les personnes en question de l'Élysée de votre déplacement au Tchad? Alors, je suis désolé, mais je ne répondrai pas à cette question, monsieur le co-rapporteur Sueur, qui concerne des déplacements postérieurs à mes fonctions à l'Élysée. Ça nous permet d'accélérer notre audition. Président, si vous le permettez, Monsieur ce qui se passe après a un rapport avec ce qui s'est passé avant. Dans les déplacements que vous avez faits récemment, vous avez tout à fait le droit de vous déplacer, y a-t-il été question de la sphère d'activité dont vous étiez chargé à l'Élysée? Y a-t-il une connexion entre la sphère d'activité dont vous étiez chargé à l'Élysée et l'objet de ces déplacements, ou n'y a-t-il aucun rapport? Il n'y a aucun rapport. Et lorsque vous avez été reçu par des chefs d'État, est-ce que vous avez été reçu par rapport à des missions dont vous pourriez nous parler ou pas, ou par rapport à ce qu'étaient vos anciennes fonctions? À aucune, j'ai été reçu en tant qu'Alexandre Benalla. Et je suis désolé, mais j'ai pas pu changer de prénom. Je pense ni de nom. Et que malheureusement, contre mon gré, il a acquis une notoriété qui est partie jusqu'en Afrique. Mais j'ai jamais été reçu pour remplir aucune mission pour mon ancien employeur, ni même pour avoir des fonctions ou des emplois ou des discussions en rapport avec mes anciennes fonctions. C'était des déplacements à titre privé. J'ai rencontré un certain nombre de personnes à titre privé et je les ai rencontrés avec mon prénom et mon nom qui s'appelle Alexandre Benalla. Voilà, je suis désolé de ça, mais c'est le cadre de ces déplacements. Monsieur Grosdidier. Oui. Merci Monsieur le Président. Monsieur Benalla, d'abord sur votre propos liminaire, il est exact effectivement que les manifestations largement postérieures au 1er mai ont montré des violences lors des manifestations telles que vous en faisiez état. Mais c'est sur les passeports, toujours je voudrais vous interroger sur la pratique courante. Est-ce que selon vous, ces pratiques courantes, effectivement, d'utiliser des passeports diplomatiques ou de service jusqu'à expiration par ceux qui ont quitté les fonctions, si c'était interdit, vous l'a-t-on dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Puisque aujourd'hui, votre ancien employeur a porté plainte pour ce motif. C'est la première question. En étiez-vous informé? Et quelle est la pratique courante selon vous? Est-ce que vous seriez le seul à être poursuivi pour avoir violé cette interdiction? La deuxième question, c'est, vous dites avoir informé la présidence, quand vous refusez de donner les noms, sauf si vous étiez en mission officielle ou parallèle pour la DGSE ou que sais-je, je ne vois pas en quoi vous pouvez ne pas dire à la commission d'enquête qui vous avez informé, mais nous avons entendu le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le directeur de cabinet nous dire qu'ils ignoraient tout de vos déplacements à l'étranger pendant 4 mois, ne l'avoir découvert que par le Canard enchaîné. Alors, est-ce que ça vous paraît vraisemblable? Vous-même, bon, Marianne vous cite en disant que vous aurez dit comme ça, ils sauront où je suis. Hein, bon, à ce que ça vaut, mais est-ce que, très honnêtement, ils pouvaient l'ignorer? De la même façon, est-ce qu'il vous paraît vraisemblable que l'ambassadeur de France à N'Djamena n'ait pas informé Paris de ce que vous vous soyez déplacé au Tchad? Vous paraît-il vraisemblable que le ministre des Affaires étrangères nous dise avoir tout appris le 26, sachant que le président de la République était là le 22 décembre à Paris? Enfin, dernière question. D'autres. Vous voulez dire N'Djamena? N'Djamena, pardon. Oui. N'Djamena. Bon, par ailleurs, troisième question. Vous disiez vous-même avoir gêné dans vos fonctions, et là, n'avez-vous pas le sentiment d'avoir gêné? Certains nous disent que vous n'existez plus à l'Élysée, que vous êtes mort. D'autres disent au contraire que vous auriez pu renseigner, même utilement, le président sur l'emploi des forces de l'ordre pendant les manifestations ou encore sur la réalité au Tchad, y compris sur le rôle des Russes, pourquoi pas au Tchad, et qui était nécessaire pour le président de le savoir et qu'il n'aurait pas par les voies officielles. Et est-ce que vous n'avez pas à ce moment-là irrité, et ce ne serait pas à l'origine, je veux dire, de la plainte et des ennuis qui vous sont faits et des informations qui nous sont données bien tardivement aujourd'hui? Merci beaucoup, chers collègues. Alors, pile
poil, vous tenez votre temps, je suis admiratif. Et donc, Monsieur Benalla, pouvez-vous répondre à l'ensemble de ces questions ? Alors sur l'information que je ne pouvais pas utiliser ces passeports, elle ne m'a pas été fournie par aucun moyen que ce soit. Ce que je vous ai dit en propos liminaire, et je le reconfirme encore devant vous, ils m'ont été rendus début octobre et ils étaient utilisables. C'est-à-dire sans aucune mention dessus, pas accompagné d'un courrier qui m'empêchait de les utiliser, et c'est une connerie de ma part de les avoir utilisés au vu de la polémique qui est sortie après. Ils ont été rendus par qui ? Je vous ai déjà dit que je ne répondrai pas à cette question, monsieur le co-rapporteur. Monsieur Benalla, alors c'est la présidence de la République qui nous a menti Vous en tirez, je pense que l'enquête judiciaire va déterminer la vérité avec les moyens qui sont les siens, mais je vous affirme, sans porter aucune accusation, que j'ai rendu mes passeports à la fin août et qu'ils m'ont été restitués en début octobre. Voilà. En ce qui concerne la pratique courante, j'ai entendu à l'occasion de vos auditions qu'une inspection générale avait été diligentée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui s'était aperçu qu'un certain nombre de passeports diplomatiques, alors même que les personnes cessaient leurs fonctions, continuaient, en tout cas si ce n'est pas de les utiliser, à les conserver. Je suis incapable de vous dire si des gens se servent de leur passeport après. Je vous répète juste le propos qui a été celui d'une des personnes que vous avez auditionnées, c'est-à-dire que des gens quittent, dans plusieurs administrations d'ailleurs, qui disposent de passeports diplomatiques, quittent leurs fonctions et ne restituent pas les passeports en question. Est-ce qu'ils voyagent avec ? Je suis incapable de vous y répondre. Moi en tout cas j'ai avoué de la manière la plus simple possible que j'avais voyagé avec ces passeports et j'en assumerai les responsabilités, ma responsabilité devant la justice qui aujourd'hui me le reproche, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Sur les autres questions, est-ce que vous pouvez peut-être j'ai pas noté la troisième question qui était la vôtre. Monsieur Grosdidier. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères pouvait ignorer, je veux dire, au déplacement, le ministre d'Intérieur? Est-ce que l'ambassadeur de France pouvait oublier de signaler à Paris que vous étiez allé à N'Djamena le 12 alors que le président y allait le 22? Était-il vraisemblable que le ministre des Affaires étrangères ne le découvre que le 26? Écoutez, je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête du ministre des Affaires étrangères. Simplement, j'ai lu une brève dans le Canard enchaîné qui expliquait que la direction de la coopération internationale, qui est un service qui dépend du ministère de l'Intérieur, avait été informée de certains de mes déplacements à l'étranger. Voilà. Et qui n'avait pas fait remonter l'information. Moi, en tout cas, je peux vous affirmer que j'ai informé des personnes qui devaient en connaître par courtoisie, encore une fois, à la présidence. Je l'ai fait en mon nom propre, en ma responsabilité. Concernant les autres acteurs, que ce soit des ministres ou des responsables d'administration, je ne sais pas quelles ont été leurs démarches ou pas. Et la dernière question, par les informations que vous pouviez avoir ou donner, est-ce que vous n'aviez pas indisposé la sphère administrative ou technocratique ? Je vous remercie de me donner cette chance de pouvoir l'expliquer de manière publique et très claire et sous serment. Je ne détiens aucun secret sur qui que ce soit. Je ne fais aucun chantage. On essaye d'expliquer un certain nombre de dysfonctionnements de la part de l'État, un certain nombre de négligences et d'erreurs et de fautes de ma part, que je reconnais devant vous, que je reconnais devant la justice, et j'assume mes responsabilités. Mais il ne faut pas en déduire que tout ça, au final, est dû à un secret ou des secrets que je détiendrai. Je ne détiens aucun secret. J'avais une fonction claire que je vous ai exposée le 19 septembre. J'ai rempli ma mission de manière claire, et je ne suis pas parti avec des secrets sur qui que ce soit. Et j'essaye juste de reprendre une vie normale et de me refaire par moi-même sans demander l'aide de personne. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur Benalla. Madame Benbassa. Merci. Pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, une note verbale du ministère des Affaires étrangères est demandée pour l'obtention du visa d'entrée sur le sol tchadien. J'ai le document ici. Je précise que cette formalité est demandée dans le cas de courts séjours comme de longs séjours. Ma question est simple, monsieur Benalla. Aviez-vous à disposition cette note verbale pour entrer sur le sol tchadien? Comment avez-vous pu produire un tel document?
est-ce que le Quai d'Orsay vous a délivré une telle note pour obtenir le visa? Si vous n'aviez pas ce document, expliquez-nous par quels moyens vous avez pu obtenir votre visa. Alors, je vous délivre ce document si vous voulez le voir. Deuxièmement, je voudrais savoir, si c'est possible, qui vous a restitué les passeports en octobre. Troisièmement, vous avez révélé dans la presse avoir eu des contacts avec le président de la République jusqu'au 24 décembre par télégramme. Vos échanges étaient-ils privés ou d'une nature plus officielle? Et dernière question, votre épouse était salariée de l'AREM au début des affaires vous concernant. Pouvez-vous nous dire quelles étaient ses fonctions? Est-elle toujours salariée de l'AREM? Avez-vous vous-même encore des contacts ou des fonctions avec le parti présidentiel? Merci. Monsieur Benalla. Alors, merci Madame la Sénatrice pour vos questions. Je n'ai pas connaissance de cette note verbale. Je suis rentré au Tchad... Oui, mais je n'ai pas connaissance de cette note verbale. Je suis rentré au Tchad sans visa, simplement avec un tampon et une délégation économique étrangère, ce que j'avais déjà précisé. Donc, c'est exigé pour les passeports de service et diplomatiques aussi. Écoutez, je suis rentré au Tchad sans. Il faudra peut-être poser la question à d'autres autorités, mais moi je ne sais pas, je n'ai pas fait de demande de visa pour aller au Tchad. Sur votre deuxième question, excusez-moi, j'ai pas... La deuxième question, c'est vos contacts, la teneur de vos contacts avec la présidence lors de vos échanges par télégramme. Est-ce qu'ils étaient privés ou d'une nature plus officielle? Je ne commente pas les articles de presse, encore une fois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai plus de contact avec qui que ce soit à la présidence de la République ou au parti de la République En Marche depuis le 24 décembre. Et la question sur votre épouse qui était salariée de l'AREM, l'est-elle toujours? Écoutez, je pense que ma femme n'a pas grand-chose à voir avec toute cette histoire. Donc je ne parlerai pas de ma femme ici. Je vous remercie. Est-ce que je peux avoir le document? Monsieur Pilet. Merci Monsieur le Président. Monsieur Benalla, si je vous avais posé la question que je pensais pouvoir vous poser dès le départ, je crains que vous ne me répondiez que vous ne pouviez pas y répondre à raison de la procédure pénale. Aussi, je vais modifier le caractère de celle-ci. Je voulais vous poser la question de savoir quelles étaient les raisons pour que vous ayez sollicité, ou en tout cas pour qu'on vous ait attribué 4 passeports en même temps. Mais je vais m'extraire totalement du cas Benalla et vous poser la question suivante. Est-ce qu'il est habituel que pour des personnes remplissant les missions telles que vous nous avez dit les remplir, est-il habituel d'avoir 4 passeports en même temps? À quoi ça sert? Monsieur Benalla. Alors, concernant... Non, ce n'est pas 4 passeports, c'est 3 passeports. Le premier passeport de service ayant été attribué en 2016 dans le cadre d'autres fonctions et dont la restitution n'a jamais été demandée non plus à cette occasion. Il est habituel, je pense que le ministre des Affaires étrangères vous avez répondu assez clairement sur le fait de détenir 2 passeports diplomatiques pour des raisons de demande de visa. C'est juste fonctionnel. En ce qui concerne le passeport de service, je vous le répète, et excusez-moi de le répéter, je l'ai obtenu dans des conditions d'obtention normales et pour des raisons normales. Et il y a, je ne veux pas être affirmatif sur la chose, mais il y a des gens qui détiennent plus de passeports diplomatiques que j'ai pu en détenir, et c'est quelque chose de normal. À partir du moment où vous demandez à l'administration un certain nombre de documents, c'est assez fluide. Les contacts entre les administrations sont assez fluides. Si j'avais fait une demande qui aurait paru bizarre ou ubé, le ministère de l'Intérieur n'aurait pas délivré le passeport en question. Voilà. Merci. Madame L'Herbier. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Benalla, quand vous déplaciez, lors des 20 déplacements, vous étiez seul ou vous étiez en délégation? Et une autre question me vient à l'esprit. Les fonctionnaires, lors des passages aux frontières, tant à l'entrée qu'à la sortie, ne vous ont
posé aucune question, ne vous ont pas, n'ont pas été surpris de quoi que ce soit vis-à-vis de vos passeports? Monsieur Benalla. Alors, merci pour votre question, Madame la sénatrice. Encore une fois, je vais répondre à une question auquel je ne suis pas obligé de répondre parce que ça concerne des déplacements privés à l'issue de mes fonctions. Je me suis déplacé des fois seul, des fois en délégation. Je peux sans vous donner les détails exacts de ces déplacements. Et mes passeports, qui ont été utilisés à une vingtaine de reprises, 23 fois exactement, pour être tout à fait exact, l'ont été pour justifier simplement de mon identité. Au passage frontière, ne m'ont fait bénéficier d'aucun avantage, si ce n'est à 2 reprises du fast track. Au lieu d'avoir la carte premium, je suis passé plus rapidement. Alors, les autres fois, à une dizaine de fois, je me suis déplacé dans un avion privé, donc avec les avantages que cela procure, mais sans jamais faciliter quelque chose. Je me suis soumis à l'ensemble des contrôles lors de ces déplacements, parce que le passeport diplomatique ne vous immunise absolument pas. Je suis passé au portique de sécurité, mes bagages sont passés au rayon X, voilà. Enfin, sans visa. Tout à fait. Sans visa. Tout à fait. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Durin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Benalla, le porte-parole du gouvernement a évoqué des dysfonctionnements à l'Élysée. Ces dysfonctionnements sont au cœur de notre travail parlementaire. Ils se constituent par des faits, les conditions d'attribution, de restitution, de non-restitution, de l'arme de service, des passeports, du téléphone théorème. Ils sont aussi constitués par la compréhension des mécanismes et des circuits décisionnels à l'Élysée et les interactions entre les différents protagonistes de l'organisation élyséenne. Nous avons appris que vous auriez demandé au directeur de cabinet de l'Élysée de réécrire votre lettre de démission. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que par ailleurs il vous est arrivé assez fréquemment d'imposer ainsi vos vues à M. Stroda? M. Benalla. Alors, il y a une seule question, si je comprends bien, Monsieur le Sénateur, en ce qui concerne la lettre de licenciement. Alors déjà, pour vous informer d'où elle sort dans la presse, et c'est une pièce de la procédure judiciaire en cours concernant les faits du 1er mai. C'est une exploitation de mon téléphone portable, dans lequel il y a un SMS qui est envoyé à M. Stroda, où je lui dis que la lettre qu'il a écrite n'est pas la vérité, et que je signe la réalité des choses. Je n'ai pas imposé mes vues, j'ai juste exercé un droit qui est le droit à la vérité. Et la lettre de licenciement, la première mouture qui avait été écrite par M. Stroda, indiquait que personne n'était au courant que j'étais parti en stage d'observation à la préfecture de police le 1er mai. Ce qui malheureusement n'était pas la réalité. Donc j'assume mes responsabilités et je les assume quand la réalité est écrite. Si on écrit un mensonge, je le dénonce et je veux juste vous faire constater que le courrier a été modifié et qu'il a suivi la réalité des faits, c'est-à-dire que mes autorités étaient au courant que j'allais le 1er mai en tant qu'observateur sur la manifestation. Je vous remercie. Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Benalla, vous avez déclaré dans la presse que vous étiez resté en lien avec le Président de la République jusqu'au 24 décembre. Vous avez dit que la teneur de vos échanges était sur des faits sociétaux, comment vous voyez les choses, les gilets jaunes, etc. Cela se serait passé par SMS. Or, nous avons compris que le téléphone théorème, le téléphone crypté, avait été désactivé le 4 octobre. Donc, est-ce que cela veut dire que vos échanges ont eu lieu avec un téléphone que je qualifierais de base, donc que le président de la République utilise un téléphone commun? Je vous remercie, Madame la Sénatrice, pour votre question. J'ai eu un certain nombre d'échanges avec un certain nombre de personnes sur des messageries cryptées. Voilà, je pense que c'est un fait qui est sorti dans la presse depuis le début du mandat et depuis le début de la campagne. Je n'ai jamais eu d'échange avec le théorème depuis le 1er juillet avec qui que ce soit. Merci de cette réponse. Monsieur le Président Caner. Oui, Monsieur Benalla, je voudrais revenir sur les déclarations de Monsieur Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le 16 janvier dernier. Monsieur le ministre nous disait que le 26 juillet
2018, une demande officielle de restitution de vos passeports diplomatiques vous avait été adressée et que l'accusé-réception avait bien été retiré. Le 10 septembre, puisque manifestement vous n'aviez pas obtempéré, une nouvelle lettre vous parvenait et celle-ci n'était pas retirée. Entre-temps, le 1er août, vous avez été licencié et vous nous avez dit tout à l'heure que pendant quelques jours, si j'ai bien compris, vous aviez utilisé vos passeports diplomatiques pour cette mission privée dont vous ne voulez pas évoquer le contenu. Ma question est simple, il y en aura une deuxième tout à l'heure. Comment vos passeports sont-ils revenus à l'Élysée, puisque le 19 septembre, vous nous affirmiez que ces passeports étaient à l'Élysée et permettez-moi de vous dire qu'il semblerait que vos propos étaient plus nets que ceux que vous avez déclarés tout à l'heure. Première question. Deuxième question plus factuelle. Connaissez-vous un personnage qui s'appelle Philippe Ababou Solomon? Monsieur Benalla. Excusez-moi. Concernant votre question, elle concerne la restitution du passeport, c'est bien ça, monsieur? Oui, c'est-à-dire que vous les avez utilisés pendant quelques jours au mois d'août, si j'ai bien compris. Du 1er au 7 août, pour être tout à fait exact. 7 août, et donc ils sont repartis à l'Élysée. Comment sont-ils repartis? Est-ce que vous êtes passé à l'Élysée, monsieur Stroda nous ayant dit que vous n'y avez pas mis les pieds à l'Élysée à compter du 1er août? Les propos de monsieur Stroda ne sont pas tout à fait exacts, mais sans rentrer dans des précisions qui, encore une fois, concernent l'information judiciaire en cours, j'ai fait redéposer un certain nombre d'effets personnels, dont mes passeports diplomatiques, à un personnel salarié de l'Élysée courant du mois d'août, plutôt vers la fin août d'ailleurs. Voilà. Ça c'est pour la première question. La deuxième question, je connais monsieur Philippe Ababou Solomon, tout à fait. Et je l'ai connu après mes fonctions au mois d'octobre 2018, pour être tout à fait exact. Monsieur Kerrouche. Merci Monsieur le Président. Monsieur Benalla, une question toute simple. Vous nous dites que vous avez récupéré les passeports diplomatiques début octobre. Question vraiment simple. Pourquoi les acceptez-vous alors que manifestement ils étaient en lien avec des fonctions que vous n'exerciez plus? Ça c'est la première question. La deuxième, mais je crains que vous ne souhaitiez pas y répondre, puisque vous êtes dans le cadre d'une enquête préliminaire sur faux et usage de faux, ce qui ne vient pas contrevenir l'activité de la commission d'enquête. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de M. Stroda sur la fabrique d'un faux de votre part pour demander un passeport de service au ministère de l'Intérieur? Monsieur Benalla. Oui, donc sur la restitution des passeports, c'est l'erreur que j'ai reconnue et que je reconnais encore une fois devant vous. Je pense que moralement, il aurait été plus prudent de les laisser dans le sac plastique. Ça n'a pas été fait, c'est une bêtise et je l'assume à 100%. En ce qui concerne votre deuxième question, le seul constat que je fais, c'est que je n'ai pas été mis en examen sur les qualifications de faux et d'usage de faux. Je n'ai pas d'autres déclarations à faire concernant les propos de M. Stroda. Je vous remercie de cette réponse, Monsieur Marc. Merci Président. Monsieur Benalla, il apparaît que lorsque vous avez intégré le cabinet de la Présidence de la République, vous n'avez pas fait de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Vous auriez dû le faire puisque les textes en la matière, nous avons bien regardé, ils sont très clairs. Y a-t-il quelqu'un qui à l'Élysée vous a dit que vous auriez dû faire cette déclaration à laquelle nous sommes astreints, nous les parlementaires, ou toute personne gravitant par exemple autour de l'exécutif ou des exécutifs? Aujourd'hui, vous allez faire une déclaration à la commission de déontologie, et ce, 6 mois après que vous ayez quitté vos fonctions à l'Élysée. À quel moment et qui vous a demandé ou a exigé de vous que vous fassiez cette déclaration, et pourquoi avoir mis autant de temps à la rédiger? Monsieur Benalla. Merci Monsieur le Sénateur pour votre question. En ce qui concerne la déclaration préalable d'entrée à l'Élysée à la haute autorité pour la transparence dans la vie publique, la pseudo-affaire Benalla a révélé le fait que les chargés de mission n'y ont jamais été astreints, et ce était une pratique courante depuis un certain nombre de quinquennats.
et que dès lors qu'il y a eu cette affaire, le directeur de cabinet du président de la République a demandé aux 9 autres chargés de mission de remplir cette déclaration. Je tiens à vous informer qu'à l'issue de mes fonctions, au mois de septembre, j'ai rempli une déclaration de fin de fonction à la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique. Et en ce qui concerne la commission de déontologie pour la fonction publique, j'ai pris connaissance de cette obligation, encore une fois, 3 jours avant l'audition de M. Patrick Stroda devant vous, qui m'a envoyé un courrier que je pourrais vous fournir éventuellement si vous en avez besoin, où il m'indiquait que c'était très très important de saisir cette commission. Et malheureusement, je n'ai pas relu mon contrat de travail à l'issue de mes fonctions. J'en suis absolument désolé, c'est encore une erreur de ma part. Il est vrai que ce courrier aurait certainement pu vous être adressé plus tôt, par exemple au mois de juillet, parce qu'il ne vous dispensait pas d'exécuter vos obligations. Madame Eustache-Brignot. Monsieur Benalla, j'ai bien noté dans le début de vos propos que vous confirmiez que vous aviez laissé vos passeports à l'Élysée. Vous refusez de répondre à la question qui vous les a rendus et comment ils vous ont été restitués. Ça, j'ai bien noté. Cela aussi. Moi, il y a une question qui m'interpelle. Vous avez été licencié le 24 juillet, avec un effet au 1er août. On est d'accord? Pourquoi vous avez continué à utiliser des passeports diplomatiques? Pourquoi, comme tous les citoyens de ce pays, vous n'avez pas utilisé un passeport ordinaire, comme moi j'en ai un, pour faire vos déplacements? À quel niveau avez-vous estimé que votre passeport diplomatique était nécessaire pour vous déplacer? On peut se déplacer avec un passeport ordinaire. On passe les frontières peut-être avec un peu plus de temps, mais on les passe. Donc qu'est-ce qui justifiait que vous avez absolument voulu utiliser des passeports diplomatiques pour ces déplacements? Question très, très simple. Tout à fait. Il n'y a aucune nécessité de l'utilisation de ces passeports. Et je le répète encore une fois, c'était une bêtise, une erreur de ma part. Et ça ne m'a pas facilité la vie plus que ça. Au passage contrôle frontière, j'ai échappé à aucun contrôle, que ce soit contrôle d'identité, bagages, etc. Voilà, c'était une erreur de ma part. Monsieur Lecomte. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais, Monsieur Benalla, vous faire préciser l'échange que vous avez avec notre collègue Madame Benbassa sur votre entrée au Tchad. 3 questions. La première, est-ce que vous êtes rentré au Tchad avec votre passeport diplomatique, sans visa comme vous nous l'avez dit, ou est-ce que vous avez présenté aux autorités tchadiennes un passeport qui n'était pas diplomatique? Deuxième question, est-ce qu'il y a eu des demandes de visa sur votre passeport diplomatique depuis le 1er août? Troisième question, est-ce que vous avez voyagé avec votre passeport diplomatique dans des pays où un passeport diplomatique, contrairement à un passeport ordinaire, est exempté de demande de visa? La première réponse, je suis rentré au Tchad avec ce passeport diplomatique. Je n'ai jamais fait de demande de visa avec ce passeport diplomatique, mais je ne l'ai pas fait, madame. Et on m'a accepté au Tchad. Donc il faudrait poser la question aux autorités tchadiennes, savoir pourquoi ils m'ont laissé rentrer. Mais en tout cas, je n'ai pas été refoulé à la frontière. Et en ce qui concerne le voyage dans des pays qui exemptent le passeport diplomatique de visa, je ne l'ai pas fait. Pas à ma connaissance. Monsieur Benalla, à la sortie de France, personne dans les services de la police de l'air ou des frontières ou à la douane ne s'est opposé à l'utilisation de votre passeport diplomatique? À aucun moment, Monsieur le Président Bas. Donc vous l'avez utilisé pour sortir? Il m'est arrivé de l'utiliser. Je vous remercie. Monsieur Loïc Hervé. Monsieur le Président, monsieur, vous nous avez dit tout à l'heure avoir restitué un PINS. Est-ce celui du GSPR? Par ailleurs, collaborateur du Président de la République, vous bénéficiez d'une habilitation secret défense au terme d'une enquête menée par le SGDSN. Quand avez-vous rempli et signé le formulaire de demande? Combien de fois, quand et par qui avez-vous été auditionné pour obtenir votre accréditation de secret défense? Et enfin, le début et la fin de votre accréditation secret défense vous ont-ils été notifiés? Si oui, quand? Alors, Monsieur Benalla. En ce qui concerne le PINS, j'ai entendu aussi beaucoup de choses et lu beaucoup de choses dans la presse. En aucun cas, le PINS qui est porté par les membres du cabinet de la présidence de la République n'est similaire à celui du GSPR. Le PINS du GSPR est un PINS noir avec les armoiries de la présidence et 3 étoiles qui signifient, c'est l'acronyme de la protection rapprochée.
Le PINS qui est délivré aux membres du cabinet et ainsi qu'à certaines personnes des services administratifs comme les photographes, les intendants qui mettent ce PINS-là pour être identifiés plus facilement lors des déplacements du président de la République est un PINS rond avec les couleurs bleu, blanc, rouge et la mention présidence de la République dessus. Il est numéroté et il est attribué nominativement par le commandement militaire du Palais de l'Élysée sur instruction du directeur de cabinet. En ce qui concerne l'enquête d'habilitation, elle n'a pas été effectuée par le SGDSN. Le SGDSN effectue les enquêtes simplement pour les habilitations très secret défense, ce dont je n'étais pas habilité. J'ai été habilité par mon autorité d'emploi, c'est-à-dire le directeur de cabinet du président de la République, sur rapport de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, dont je pense que les enquêtes sont assez poussées et dont je ne connais pas la nature. C'est par essence le but quand on procède à des enquêtes de ce type-là. En ce qui concerne la notification d'une fin d'habilitation, l'habilitation étant donnée dès lors que vous occupez des fonctions, à la fin de vos fonctions, elle devient caduque. Et c'est le cas dans l'administration. Quand quelqu'un est sur un poste qui nécessite une habilitation secret défense et qu'il quitte ce poste pour prendre une nouvelle fonction, il n'est plus habilité, comme il l'était avant. L'habilitation dépend du poste que vous occupez. Monsieur Hervé veut compléter sa question. Vous voulez dire que vous n'avez à aucun moment été auditionné, entendu, en vue d'une habilitation secret défense au démarrage de vos fonctions à l'Élysée ? Alors, sans trahir de secret en ce qui concerne les habilitations, parce que moi-même je n'en suis pas détenteur, la seule fois où intervient une audition dans le cadre d'une habilitation, c'est dès lors qu'il y a un problème. Dès lors qu'il y a un problème qui est soulevé par les services, ils viennent, ils vous demandent de répondre à une convocation auquel vous devez déférer et répondre à un certain nombre de questions qu'ils se posent sur des failles susceptibles de vous impacter. Donc n'ayant pas été auditionné par ces services, c'est qu'il n'y avait aucune raison de douter ou en tout cas de m'auditionner sur des faits qui auraient été portés à leur connaissance. Madame Troendlé. Merci Monsieur le Président. Monsieur Benalla, vous nous avez dit tout à l'heure quand la question a été posée sur le téléphone Théorème que vous aviez le souci du respect des procédures. Ma question porte sur le moment où vous avez récupéré vos passeports diplomatiques. Vous nous avez dit que pour vos déplacements, il vous arrivait d'informer des personnes très haut placées à l'Élysée de vos déplacements. Est-ce que c'était lié à une procédure? Et je m'en explique. Est-ce qu'on vous a demandé, est-ce que quelqu'un vous a demandé de tenir informé de vos déplacements? Sinon, qu'est-ce qui a pu vous motiver? Qu'est-ce qui a pu expliquer votre démarche auprès de ces personnes? Sinon que le président de la République en soit informé. Je vais jusqu'au bout de ma question. Peut-être ce n'est pas du tout votre démarche. Et est-ce que vous avez informé ces personnes lorsque vous êtes allé au Tchad? Monsieur Benalla. Alors, pour répondre à votre question, j'avais aucune obligation d'informer la présidence de la République de mes déplacements. Je l'ai fait par courtoisie et paradoxalement, je l'ai fait pour éviter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et l'erreur de ma part de l'utilisation des passeports n'a pas aidé en soi à régler. L'idée, c'était que quand je me déplace, connaissant la notoriété qu'a provoqué un peu cette affaire, qu'il n'y ait aucune interprétation due à ces déplacements. En l'occurrence, je n'avais pas été informé du déplacement auprès du président de la République 3 semaines après le mien au Tchad. Et l'Élysée a été informé de ce déplacement au Tchad postérieurement à ce que je l'ai effectué. C'est-à-dire que je suis allé au Tchad et je les ai informés que j'avais été au Tchad. Je ne les ai pas informés avant d'y aller. C'est ce qui a provoqué ensuite toute cette histoire. Voilà. Mais je n'avais aucune obligation à le faire. Je l'ai fait par courtoisie. Voilà. Madame Troendlé, vous voulez rebondir? Vous l'avez fait par courtoisie pour que le président de la République en soit informé. Monsieur Benalla. Non, je l'ai fait surtout pour que les services soient informés et que l'entourage du président de la République le soit également, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on soit un minimum au courant de ce que je faisais à l'issue de mon licenciement. Voilà. Monsieur Fichet. Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais voulu revenir simplement quelques instants sur l'histoire du téléphone Théorème. On nous a expliqué ici qu'il y avait
4600 appareils en fonctionnement à l'échelon national, une trentaine qui étaient au niveau de l'Élysée, et que l'utilisation de ce téléphone nécessitait que le correspondant ait le même téléphone. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement encadré, extrêmement précis, et je voudrais savoir si vous avez eu l'utilisation fréquente de ce type de téléphone, et le cas échéant avec quel type de correspondant, et comment vous expliquez qu'un téléphone aussi important, aussi rare, crypté, puisse être égaré pendant plusieurs semaines, voire mois, et que vous le retrouviez par hasard dans vos cartons, alors que vous nous paraissez par ailleurs si soucieux d'être professionnel et de bien utiliser le matériel et de le rendre en temps voulu. C'est vrai que c'est quand même un outil très précieux et rare. Alors c'est un outil. Tout à fait. Alors déjà c'est un outil, comme vous l'avez dit, qui a coûté très cher à l'État et qui est très peu utilisé malheureusement. Alors qu'il est à la disposition de toutes les personnes qui en ont besoin. Moi, je me déplaçais, j'organisais des déplacements, j'étais en lien avec des autorités préfectorales, des autorités de police, et donc j'en avais une utilité, et c'était avec ces personnes-là que j'échangeais. En ce qui concerne le pourquoi il a pas... Alors, juste, je ne l'ai pas retrouvé par hasard. J'ai retrouvé parce qu'après avoir reçu le courrier du directeur de cabinet, je voulais être sûr et certain que je n'avais plus rien en ma possession appartenant à la présidence de la République. Donc je l'ai retrouvé par des recherches, de manière à pouvoir le rendre de manière spontanée, ce qui a été fait par mon avocate. J'explique pas le fait qu'il se soit rendu compte que ce téléphone n'était plus là le mois d'octobre. En tout cas, moi, je n'ai jamais été informé ni sollicité par quiconque pour le restituer. Je l'ai fait de ma propre initiative, comme je l'ai fait pour les passeports diplomatiques après l'éclatement du scandale, et via mon avocate. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le sénateur. Merci, monsieur Benalla. Monsieur François-Noël Buffet. Merci, monsieur le président. Monsieur Benalla, vous êtes licencié le 1er août 2018. Vous bénéficiez de passeports diplomatiques ou de services qui vous donnent naturellement, qui sont liés à votre fonction. Pendant la période du 1er août au 31 décembre, vous voyagez 20 fois, à 20 reprises, 23 fois précisément. Vous avez dit tout à l'heure voyager à titre personnel, pour mener des missions personnelles, dont vous considérez d'ailleurs qu'elles ne regardent pas la Commission, ce qu'on peut partager naturellement. On vous demande, le gouvernement en tous les cas, vous demande à 2 reprises, à partir du mois d'octobre, de restituer ces passeports. Les lettres qui vous seront envoyées ne seront pas retirées. Vous êtes, semble-t-il, soucieux de la régularité des choses. Vous l'avez redit. Trouvez-vous normal cette situation de voyager à titre personnel avec des passeports qui étaient liés à la fonction que vous n'occupez plus? Est-ce que ça vous paraît normal? M. Benalla. Alors, juste pour repréciser, monsieur le sénateur, parce que je pense que vous êtes égaré au niveau des dates, j'ai reçu les correspondances du ministère des Affaires étrangères à la fin du mois de juillet 2018. Plus un mail du général Biofarina qui me demandait de restituer un certain nombre d'affaires. J'ai restitué ces affaires dans le courant du mois d'août 2018. Et quand ces passeports m'ont été rendus début octobre 2018, je n'ai après plus jamais reçu de relance de la part du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On m'a rendu ces passeports en l'état utilisable, sans aucune interdiction de les utiliser, si ce n'est un cadre que je qualifierais de moral et dont j'assume la responsabilité aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était une bêtise de les utiliser. Donc ce n'est pas normal, et vous avez raison de le souligner, monsieur le sénateur, ce n'était pas normal d'utiliser ces passeports. Je l'ai fait et j'en assume mes responsabilités devant vous et devant la justice également. Merci de votre réponse. Vous vous souvenez peut-être également, sans doute l'avez-vous appris, que le 10 septembre 2018, la chef du bureau compétent du ministère des Affaires étrangères vous a écrit un 2e courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, vous demandant de restituer ces 2 passeports. Et d'après ce qu'on nous a dit, ce courrier n'a pas été retiré par vous-même. Vous n'en avez pas trouvé la trace. J'en ai pas pris connaissance. Il n'a pas été retiré. Et c'était encore une période un peu compliquée pour tout vous dire. Voilà. Je vous remercie. Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur Benalla, Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, nous a dit lors de son audition le 16 janvier que vous aviez fait une demande directement au Quai d'Orsay pour obtenir un passeport de service. Il vous aurait été refusé parce que cette demande doit émaner de l'employeur. Vous auriez donc alors produit un document rédigé par vous-même sur un papier en tête du chef de cabinet, document non signé. Donc, est-ce l'usage de faire un faux document pour arriver à ces fins ? Pourquoi avez-vous besoin vraiment de ce passeport de service fin juin 2018 alors que vos missions avaient été considérablement réaménagées et donc a priori plus besoin de vous déplacer avec le président de la République à l'étranger? Et je me permettrai aussi de vous demander si vous avez produit un faux document à ce moment-là, en avez-vous produit d'autres à d'autres moments durant vos missions? Je vous remercie. Ma chère collègue, je ne crois pas que M. Benalla puisse nous répondre sur le fait qu'il aurait ou non produit des faux documents. Pour le coup, j'ai rappelé tout à l'heure quelle était l'étendue de notre mission à M. Benalla lui-même. Je comprends votre préoccupation et d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule à l'avoir, mais ce sont des questions susceptibles d'être tranchées par la justice, même si, comme M. Benalla l'a relevé s'agissant de son passeport de service, il n'a pas été mis en examen de ce chef-là. Quant à son passeport diplomatique, il n'a jamais été allégué qu'il aurait commis un faux, du moins je l'ignorerais et les rapporteurs aussi. Il a juste été souligné que ce passeport diplomatique lui a été renouvelé suite à une demande qu'il a faite lui-même, alors que normalement c'est le service du protocole qui fait les demandes de renouvellement des passeports diplomatiques des collaborateurs du président de la République. Sur instruction du cabinet. Et ça n'a pas été le cas, mais M. Benalla, qui, lui, a une conception extensive du champ de ce qui relèverait exclusivement de la justice, n'a pas voulu nous répondre sur ce point, alors même qu'aucun soupçon ne pèse sur lui à cet égard. En revanche, sur les passeports de service, un soupçon pèse sur lui, puisque le directeur de cabinet du président de la République a déclenché la procédure de l'article 40 du Code de procédure pénale sur ce sujet, pour lequel M. Benalla n'est à ce jour pas mis en examen. Donc, M. Benalla, vous pouvez répondre à la question dans la mesure où vous le souhaitez. Juste pour rebondir sur votre propos et pour répondre partiellement, en tout cas, à la question qui m'a été posée tout à l'heure, ce n'est pas le service du protocole qui prend la décision de octroyer ou pas un passeport diplomatique. Ils font juste les demandes, démarches administratives sur instruction du cabinet du président de la République. Évidemment, voilà. Oui. Voilà. Mais il est exact aussi que ce renouvellement n'a pas été demandé à travers le service du protocole cette fois-ci. En tout cas, il a été suffisamment considéré pour pouvoir donner lieu à une délivrance normale. Oui, c'est ce qu'a pensé le ministère des Affaires étrangères. Exactement. Voilà, qui a informé le service du protocole. Tout à fait, qui n'a pas vu à y revoir quant à la délivrance. Mais vous-même n'avez pas eu l'idée qu'il n'y avait pas de justification, compte tenu de l'évolution de vos fonctions, à une demande de passeport diplomatique. Je vous dis justement que j'ai répondu partiellement à votre question, Monsieur le Président. J'en suis désolé, mais j'ai répondu partiellement à votre question. Ce n'est pas le service du protocole qui prend la décision d'octroyer ou de délivrer un passeport diplomatique. Ils ont un rôle de transmetteur entre la présidence de la République et le Quai d'Orsay. Et ça n'est pas lui qui a transmis la demande de renouvellement. Exactement. Très bien. Il a reçu juste l'information que le passeport avait été renouvelé. Oui, voilà. Et vous-même, vous avez fait votre demande directement au Quai d'Orsay. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Alors comment cela s'est-il passé? Je le dirai à la juge d'instruction. Mais peut-être qu'elle ne vous le demandera pas, tandis que moi je vous le demande. Tout à fait. La question m'a déjà été posée en garde à vue, pour tout vous dire. Oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas répondre. Mais je fais partie de l'information judiciaire. Je reconnais que je reviens sur un aspect de nos échanges pour vous donner une ultime chance. Je comprends, Monsieur le Président. Je le fais en réalité avec bienveillance, Monsieur Benalla. J'imagine bien, et c'est pour ça que je préférerais répondre à la justice, devant lequel il y a des... Vous choisissez à qui vous préférez répondre. Tout à fait.
Bien, je vous en donne acte, je ne peux pas faire autrement. Dans le cadre des textes. Dans le cadre des textes, Monsieur Benalla, je suis tout de même obligé de vous rappeler les dispositions. La personne qui refuse de déposer devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Donc nous aurons à délibérer de la manière dont vous nous avez répondu, ou plutôt de la manière dont vous ne nous avez pas répondu à des questions dont je vous redis que j'estime qu'elles relèvent de notre commission d'enquête, même si la question pouvait vous être posée par... Dans le cadre d'une information judiciaire, tout à fait. Oui, mais le juge d'instruction vous a posé certainement aussi beaucoup d'autres questions sur des faits pour lesquels vous répondez à nos questions. Car les faits qui font l'objet de la justice sont abordés sous un angle différent, mais ce sont en partie les mêmes faits que ceux sur lesquels nous mettons en œuvre nos investigations. C'est donc bien normal qu'un juge d'instruction vous pose des questions dans un domaine pour lequel il n'estime pas devoir engager des poursuites, et que nous posions aussi des questions sur ces faits. Mais j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer ça. Je suis persévérant et vous êtes obstiné, si bien que nous n'arrivons pas à déboucher sur une réponse qui paraîtrait satisfaisante pour la commission d'enquête. Je comprends bien, Monsieur le Président, votre souci. J'ai juste un seul souci, c'est celui de la présomption d'innocence et de la non-auto-incrimination. Et à partir du moment où donc à partir du moment où je vous parle sous serment, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Il y a des choses. Non, ce ne sont pas des propos mensongers, contrairement à ce que vous dites, Madame la co-rapporteure. Il n'y a pas de poursuite. Monsieur Benalla, c'est mon droit. C'est mon droit. Et il faut juste le respecter. À partir du moment où une information judiciaire est ouverte contre vous, quel que soit votre statut, il y a des choses que vous pouvez dire, d'autres que vous ne pouvez pas dire. Et je suis très soucieux, Monsieur Benalla, de votre droit, sachez-le. Merci, Monsieur le Président. Et je crois que la manière dont ces débats ont eu lieu en atteste. Bien entendu. Simplement, je vous dis qu'il y a des questions auxquelles je ne peux pas vous répondre et que je réserve mes réponses à la justice. J'en suis désolé. Je fais un choix qui est celui qui est conseillé par mes avocats. Comprenez que nous puissions aussi interpréter votre non-réponse vis-à-vis de nos prérogatives constitutionnelles. Bien entendu. Et nous interroger sur les raisons profondes de cette non-réponse. Bien entendu. Mais je veux juste... Madame Di Folco, excusez-moi, Madame Di Folco voudrait compléter sa question. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je suis un peu insistante, mais si vous ne pouvez pas répondre à l'ensemble de mes questions, peut-être quand même pourriez-vous répondre en partie. Pourquoi aviez-vous besoin, le 28 juin 2018, d'un passeport de service ? D'un passeport diplomatique, le 28 juin. D'un passeport de service. Ah non, pardon, le 28 juin, c'est vous qui avez raison, Madame Di Folco, d'un passeport de service. J'ai raison parce que j'ai pris des notes. D'un passeport de service, alors que vos fonctions avaient été modifiées. Pourquoi aviez-vous besoin d'un passeport de service le 28 juin, au point d'en faire une demande, même hors cadre ? Juste, Madame la sénatrice, je soulève que votre question de tout à l'heure pose quand même la question de la présomption d'innocence. Et je vous fais remarquer juste après que le président Ball l'ait fait également, que je n'ai pas été mis en examen sur les faux et usage de faux. Oui. Alors attendez, je vais essayer Monsieur Benalla, je reprends. Aviez-vous encore, pour l'exercice de vos fonctions, réellement besoin d'un passeport de service le 28 juin dernier? Si la question vous est posée, nous laissons totalement de côté le point de savoir si vous avez demandé ce passeport de service au moyen de ce que le directeur de cabinet du président de la République a qualifié de faux ou pas. Nous laissons de côté cette question intégralement. Nous vous demandons si, eu égard à la fonction que vous exerciez alors, il était justifié de disposer d'un passeport de service. Et je vais vous faire la même réponse parce que ça fait 3 fois que vous me posez la question. Il y a une information judiciaire qui est en cours. J'ai reçu ce passeport de la manière la plus normale du monde. Très bien. Mais Monsieur Benalla, c'est curieux tout de même que vous vous abritez
derrière la mission de la justice, en vérité, quand ça vous arrange. Mais vous avez fait tout à l'heure un long dégagement sur les actes qui vous sont reprochés le 1er mai pour les justifier. Alors là, vous parlez d'une question que nous ne vous avons même pas posée, qui relève intégralement de la justice, et vous ne vous privez pas de porter une appréciation sur le rôle que vous avez eu et sur la justification de ce rôle au regard d'un article du Code pénal que vous nous avez rappelé. Là, pour le coup, la justice, elle a beau être saisie, vous êtes tout à fait à l'aise pour entrer dans des détails que nous ne vous demanderons pas. Et quand nous vous posons des questions qui ont trait à votre mission à l'Élysée, et aux raisons pour lesquelles vous pourriez avoir un passeport de service, alors là, vous vous abritez derrière une information judiciaire, alors même que, comme je l'ai dit, et comme vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas mise en examen, malgré l'article 40 qui a été utilisé par le directeur de cabinet du président de la République. Donc, véritablement, il y a, dans la manière dont vous utilisez le travail de la justice, des contradictions, me semble-t-il. Comme vous l'avez souligné, qui a été révélé par l'article 40, qui fort opportunément a été rendu public devant votre commission au même moment où le chef de cabinet était en train de déposer devant les policiers, à la veille d'une garde à vue qui vous a été annoncée. Donc ça aussi, je pense qu'il faudrait le soulever. Maintenant, je pense que j'ai le droit à une défense, que j'allais être entendu dans les toutes prochaines heures. Donc c'est à peu près... C'était à peu près compréhensible, on était entre les filets, Madame la sénatrice. Et qu'aujourd'hui, je pense que personne ici n'est dans ma situation, et donc j'ai le droit à une défense, j'ai le droit de ne pas m'auto-incriminer, vous avez le droit de me poser beaucoup de questions, et moi je vous donne mes réponses, comme je l'entends. Oui, c'est ce que nous constatons. Donc vous mettez en œuvre votre stratégie de défense devant la commission d'enquête du Sénat, qui, elle, ne s'intéresse nullement à ce dont la justice est saisie. Je vous remercie. Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question fort simple, Monsieur Benalla, de savoir si vous êtes en possession d'un passeport ordinaire, comme tous les Français peuvent en avoir. Et si oui, pourquoi n'en avez-vous pas fait l'usage? J'ai compris que vous disiez, c'est une bêtise d'avoir utilisé par 23 fois le passeport diplomatique. C'est toujours là, une fois que l'on est poursuivi, qu'on se dit on a fait une bêtise, on aurait mieux fait pas le faire. Mais les passeports ne servent pas qu'à passer les frontières. Lorsqu'on est dans un pays et que l'on veut, comme vous l'avez fait, rencontrer des hautes autorités, il est souvent utile d'avoir aussi un passeport. Je pense que pour accéder à la présidence de la République d'un État quelconque, on vous demande quand même des papiers, sans doute que le passeport diplomatique facilite de ce point de vue-là les contacts. Donc, si vous aviez un passeport ordinaire, pourquoi avez-vous fait usage de passeport diplomatique? Question qui a déjà été posée, mais à laquelle vous pourriez apporter une réponse plus précise, peut-être. Alors, j'ai un passeport normal, et d'ailleurs, il a été utilisé entre le 7 août et début octobre 2018, parce que je n'étais plus en possession des passeports diplomatiques. Ça, c'est la première réponse à votre première question. La deuxième réponse, c'est que j'ai fait une erreur, je le répète pour la 6e fois, et que quand vous êtes en visite dans un pays étranger, vous ne vous présentez pas devant le bâtiment de la présidence de la République en exhibant votre passeport fort, haut et clair pour dire je veux être reçu par le président, regardez j'ai un passeport diplomatique. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Vous vous présentez à un contrôle frontière pour justifier de votre identité, vous attestez de votre identité et ensuite vous rentrez et vous avez les rendez-vous qui ont déjà été convenus à l'avance. Vous n'envoyez pas non plus un mail avec la photocopie du passeport que vous détenez encore pour obtenir ce type de rendez-vous. Ce n'est pas exactement comme ça que ça a fonctionné. Je vous remercie. Madame Harribey. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de revenir de manière un peu plus générique aux questions qui vous ont été posées et auxquelles vous ne voulez pas répondre. Vous avez répondu tout à l'heure à Monsieur Pilet que les passeports avaient été délivrés normalement par l'administration. Donc nous pouvons en déduire qu'il était normal, en tant que responsable de sécurité, que vous ayez 3 passeports diplomatiques et 2 passeports de service. D'une manière générique, en faisant abstraction de votre cas et de la procédure en cours,
Pouvez-vous, au regard de ce qu'étaient vos fonctions, expliquer les utilisations respectives de ces deux types de passeports, service et diplomatique, et les raisons et les procédures par lesquelles ils ont été attribués? Une deuxième question, dans l'inventaire qui vous a été demandé pour la demande de remise des faits liés à votre fonction sur la procédure de restitution de ces pièces, dans l'inventaire des pièces qui vous ont été demandées, est-ce que figurait le téléphone crypté? Monsieur Benalla. Merci Madame la Sénatrice pour votre question. Je pense qu'elle a déjà été posée, donc dans le même cadre je n'y répondrai pas. Je n'étais pas responsable de la sécurité, je tiens à vous le soulever, je crois avoir fait un exposé assez précis lors de ma première audition. J'avais un statut de chargé de mission et des fonctions d'adjoint au chef de cabinet du président de la République, ce qui n'est pas exactement la même chose que responsable de la sécurité ou garde du corps, comme je l'entends encore régulièrement. En ce qui concerne la question de la restitution des effets personnels, je tiens à préciser que le théorème n'était pas inscrit sur le courrier de Patrick Stroda à mon intention. Bien que non membre de notre commission, Monsieur Cédric Perrin souhaite poser une question. Je lui donne donc la parole. Monsieur Perrin. Merci Monsieur le Président. Très rapidement, juste pour éclaircir un point, vous avez expliqué avoir eu non pas 4 mais 3 passeports diplomatiques, si c'est bien ce que j'ai entendu. Et vous avez 2 plus 1. Et vous avez expliqué que certains n'étaient plus valables parce que, vous ne les avez pas utilisés parce qu'ils n'étaient plus valables a priori lorsque vous auriez pu vous déplacer avec. Ma question elle est simple, est-ce que ces passeports diplomatiques, vous avez pu en avoir pris possession avant d'entrer à La République En Marche et avant d'entrer à l'Élysée? Monsieur Benalla. Alors pour répondre à votre question, j'ai été en possession de 4 passeports, 2 passeports diplomatiques, 2 passeports de service, 3 passeports m'ayant été octroyés pendant ma présence à la présidence de la République, pour être précis, et je n'ai jamais eu de passeport diplomatique avant mes fonctions à l'Élysée. Monsieur Jean-Pierre Sueur. Merci Monsieur le Président. Quelques questions très courtes en complément. La première est très simple. Monsieur Benalla, vous êtes-vous rendu à l'Élysée depuis que vous avez été licencié? Je ne répondrai pas à cette question, monsieur le co-rapporteur, étant donné que ça s'applique peut-être ou pas après avoir quitté mes fonctions. Oui, mais... Alors, Monsieur Sueur veut savoir, en réalité, si je ne me trompe pas, si vous avez poursuivi une forme de collaboration avec la présidence de la République après votre licenciement, afin de vérifier que ce licenciement a été pleinement suivi des faits. Je crois que c'est le sens de la question de notre rapporteur. Alors, ça dépend si on entend la présidence de la République en tant que bâtiment ou la présidence de la République en tant qu'institution. Je ne me suis jamais, j'ai jamais eu de collaboration professionnelle avec l'Élysée postérieure à mon licenciement. Concernant la première réponse. Bon, alors vous ne répondez pas, mais vous faites un distinguo entre le bâtiment et l'institution, si je comprends bien. Tout à fait. Mais si vous voulez, j'insiste sur le fait que ce qui s'est passé après votre départ fait partie strictement de nos prérogatives. Pourquoi? Parce que vous deviez, et vous allez sans doute faire une déclaration auprès de la commission de déontologie, puisque dans les mois qui suivent, une haute fonction comme celle que vous avez exercée, naturellement, il est très important dans l'intérêt de l'État qu'il ne soit pas fait usage d'aucune façon de la fonction précédente au bénéfice d'une fonction suivante. C'est pourquoi, après avoir pris note de votre réponse, il nous a été dit que vous n'étiez pas venu. Vous ne dites pas que vous n'êtes pas venu, mais on ne sait pas si vous êtes venu dans le bâtiment ou dans l'institution. Peut-être dans l'institution. Bien. Je voulais vous parler encore une fois, parce que voyez-vous, nous aimons, je vais dire ça gentiment, nous aimons les belles histoires, vous savez, tout le monde lit des romans, des histoires, bon. Mais quand même, nous sommes sous serment. Vous menez une activité, et je comprends tout à fait que vous ayez le souci de mener une activité. Vous rencontrez Monsieur Solomon,
et il vous trouve sympathique, je suppose. Vous vous retrouvez après en voyage avec lui, et nous savons que ce voyage est un voyage économique. D'ailleurs, vous nous l'avez dit, et il n'y a rien de répréhensible dans le fait qu'il y ait des relations économiques, bien sûr, et des organismes qui s'en occupent et des entreprises qui s'en occupent. Mais quand même, vous êtes là, vous allez voir 1, 2, 3, 4, je ne sais pas, moi je ne compte pas chef d'État, c'est quand même pas anodin. Après avoir été licencié de l'Élysée, vous êtes dans des délégations et vous êtes à titre personnel. Donc vous êtes là parce que c'est votre liberté d'être là. Et vous êtes devant Monsieur le Président du Tchad, et d'après ce que nous avons compris, mais peut-être ai-je mal compris, Monsieur Solomon s'occupe de vendre, paraît-il, des uniformes, des vêtements militaires. Mais j'ai lu ça, comme vous dites, dans la presse, et je sais que vous n'accordez pas beaucoup de crédit à ce genre de déclaration. Mais vous avez participé à cet entretien, là aussi vous pouvez ne pas répondre, mais est-ce que vraiment, lors de cet entretien, il n'aurait été question que de cette activité marchande? Est-ce que vous êtes sûr que dans vos déplacements, il n'a jamais été question d'aucune des fonctions que vous avez exercées, que vous n'avez jamais été reçu en référence aux fonctions que vous avez exercées, ou au motif que vous pouviez, jusqu'au 24 décembre, communiquer en particulier avec l'Élysée? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun aspect dans les conversations économiques, et qui sont encore légitimes, qui auraient trait à des questions liées à la défense ou à la sécurité? Est-ce que vous pouvez vous engager devant nous sur ces questions sous serment? Monsieur Benalla. Merci, monsieur le corapporteur, pour votre question. Première remarque que j'ai envie de vous faire, je ne vois pas le rapport entre le licenciement et l'impossibilité d'être reçu par un chef d'État étranger qui est souverain et qui fait absolument ce qu'il veut, s'il a envie de me recevoir, s'il a envie de m'inviter à venir le voir. Je vous en donne acte. Et vous avez tout à fait raison, voilà, sur le plan du droit. Je vous remercie. Et s'il a envie d'avoir une discussion peut-être toutefois, sauf si la commission de déontologie n'a pas été saisie pour s'assurer que vos nouvelles activités étaient conformes aux règles déontologiques. Sauf que la commission de déontologie, je ne pense pas qu'elle ait le pouvoir de m'interdire de rencontrer des gens, de voyager et d'essayer de faire quelque chose de ma vie, et non pas de m'être enfermé chez moi au fin fond de la Normandie en touchant les allocations emploi de Pôle emploi. Donc il s'agit bien d'une collaboration salariée que vous avez. Non. Non. J'ai eu une collaboration à partir du mois de novembre. Le salaire, je l'ai perçu d'une société qui s'appelle France Close Protection, qui m'a salarié pendant un mois. Et après, vous me parlez des déplacements. C'était à titre privé. Vous me parlez et bénévole, je veux juste être très précis avec Monsieur le Président Bas. Je n'ai pas, à l'occasion du déplacement avec Monsieur Philippe Ababou Solomon, perçu une rémunération spécifiquement pour ce voyage. Au Tchad. Donc je n'ai pas été emmené au Tchad contre rétribution pour faciliter quelconque affaire que ce soit, contrairement à ce qui peut être sous-entendu. Vous êtes rétribué par qui et pourquoi? Je pense que ça ne vous concerne pas aujourd'hui, monsieur le corapporteur. Mais si, ça me concerne, je m'excuse. À partir du moment où l'on est dans les 6 mois qui suivent l'exercice d'une fonction importante, la loi prévoit une obligation de saisir la commission de déontologie pour parler des activités et que la commission statue sur le fait qu'il n'y a aucun rapport entre les activités que vous exercez présentement et les missions qui étaient les vôtres il y a quelques mois au sein de la plus haute institution de l'État. Alors, ne vous énervez pas, monsieur le corapporteur. Je ne suis pas énervé, je suis plein de convictions, vous le savez bien, tout le monde le sait d'ailleurs. Parfait. Je vous dis juste, ça regarde peut-être la commission de déontologie, qui va être saisie par mon avocat, mais je n'ai pas à vous dire aujourd'hui ce que je fais, de quoi je vis, où je vis, avec qui et comment je me déplace et qui je vois. Toutes ces questions ne vous ont pas été posées. On ne vous a rien demandé, on vous demande simplement... C'est très subtil l'équilibre des questions et des réponses. Qui est votre employeur et pour quelle activité, dans quel domaine? Nous avons le droit de le demander puisqu'il y a un droit de suite par rapport à ce que vous faisiez à l'Élysée. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est pas couvert par la justice. Et d'autre part, ce serait très bien que vous répondiez
Parce que dans ce cas, nous aurions l'assurance qu'il n'y a... Votre réponse nous donnerait l'assurance qu'il n'y a aucun rapport entre ce que vous faites présentement. Si vous occupez d'un autre domaine d'activité, on dira très bien, bonne chance et réussissez. Mais le fait que vous ne répondiez pas engendre forcément le soupçon. Et nous nous disons, mais comment pouvons-nous être sûrs que ces voyages, que ces contacts n'aient pas un rapport ni avec ce que vous avez fait avant, ni avec les contacts que vous avez encore eus jusqu'au jour de Noël avec la présidence de la République. Alors, Monsieur Benalla. Encore une fois, je pense que ça rentre dans le périmètre de l'instruction. Ce que j'ai pu faire comme déplacement, à quel titre et avec les passeports diplomatiques, et que deux, je pense que ma vie d'aujourd'hui me concerne moi et seulement moi, et que je fais tout dans le respect des lois depuis que j'ai rendu mes passeports diplomatiques, ma vie privée et ma vie professionnelle. Et je ne vais pas répondre de manière perpétuelle à toutes les questions qui me sont posées par les journalistes 10 fois par jour, à savoir qui je rencontre, qui je vois, ce que je fais, de qui je suis salarié. Je pense que ça me regarde moi. Monsieur Benalla, les questions qui vous sont posées ici ne sont pas les questions des journalistes et le statut de vos réponses n'est pas le même que celui des réponses que vous donnez quand vous consentez vous-même des interviews dans la presse. Bon. Nous allons nous en tenir là. Je vais vous demander de bien vouloir vous retirer ainsi que votre conseil et nous allons poursuivre nos travaux. C'était l'audition d'Alexandre Benalla devant la commission d'enquête du Sénat, une seconde audition centrée sur ses passeports diplomatiques qu'il a utilisés après son départ de l'Élysée. L'ancien chargé de mission a voulu démontrer qu'il n'avait pas menti lors de sa première audition devant les sénateurs. Il a expliqué qu'il avait bien rendu ses passeports diplomatiques au service de l'Élysée au cours du mois d'août, mais qu'un salarié de la présidence de la République lui avait restitué en octobre en lui précisant que ses passeports étaient bien inutilisables. Alexandre Benalla a aussi indiqué qu'il avait informé certains membres de l'Élysée de ses voyages à l'étranger, et notamment au Tchad, 3 semaines avant la visite d'Emmanuel Macron. Vous l'avez vu, les échanges avec les sénateurs ont été très tendus lorsqu'Alexandre Benalla a refusé de répondre à certaines questions sur cette affaire en invoquant l'enquête judiciaire en cours. Mais les sénateurs lui ont rappelé qu'il était obligé de répondre à ces questions car elles concernent le fonctionnement de l'État, objet de l'enquête du Sénat. La commission des lois décidera si elle engage ou non des poursuites contre Alexandre Benalla. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.